Bien. Oui. C'est pas moi. Non. Bien. Monsieur le ministre, chers collègues, la commission auditionne aujourd'hui Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Monsieur le ministre, vous êtes le 10e et pour le moment le dernier membre du gouvernement que notre commission entend dans le cadre de son cycle d'audition des ministres qui relèvent du domaine de compétences. Si cette audition intervient tardivement, elle n'en est pas moins très attendue, notamment par notre collègue Sébastien Jumel qui m'a demandé de hâter son organisation et qui, je le rappelle, présida sous la précédente législature une mission d'information sur la pêche rapportée par l'actuelle responsable du groupe Renaissance au sein de la commission, Madame Annaïg Lemeur. C'est ça, mais bien sûr, monsieur Jumel. Les questions maritimes couvrent un vaste spectre et nos orateurs devraient vous interroger sur des sujets très variés. La pêche, bien entendu, avec les incertitudes issues du Brexit pour certains de nos pêcheurs, en particulier s'agissant de l'octroi des licences, ou encore les diverses questions sur la pêche durable. Et puis le trafic maritime et l'impact du coût du transport des containers, notamment sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes ultramarins. L'énergie et spécialement le développement de champs d'éoliennes offshore, je vous indique à ce sujet que je me rendrai début novembre aux Pays-Bas en compagnie de Jean-Marc Sulésy, président de la CDDAT, pour voir comment d'autres États membres parviennent à déployer massivement des éoliennes offshore. Les télécommunications, avec la question stratégique des câbles sous-marins, des délégations de notre commission se sont rendues récemment chez Orange et pas plus tard que jeudi dernier au salon Euronaval. À chaque fois, on leur a rappelé l'importance de ces câbles et plus largement des fonds marins pour la souveraineté de notre pays qui, faut-il le rappeler, possède le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je voulais vraiment vous remercier de m'avoir invité. Et merci bien évidemment à la présence de tous les députés qui sont intéressés à ces enjeux maritimes. Je vais essayer de faire un propos liminaire le plus bref possible pour laisser la place à toutes les questions. D'abord, vous dire que pour le gouvernement, pour le Président de la République et pour la Première ministre Elisabeth Borne, les enjeux maritimes sont importants. Ce sont des enjeux fondamentaux au moins à deux égards pour faire face à la question du dérèglement climatique, à la question de l'urgence écologique, puisqu'on ne pourra pas faire face au changement climatique si on ne s'attaque pas à la question des océans, à la question aussi de la protection du littoral. Et puis, c'est un enjeu aussi de souveraineté économique, puisque le littoral, la mer, est aussi une source d'alimentation pour beaucoup de nos concitoyens. C'est une source aussi de vitalité économique. Et puis, on le voit avec notamment le développement des énergies marines renouvelables. C'est un enjeu aussi de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et de développement des énergies renouvelables. Donc, c'est aussi un enjeu de souveraineté énergétique. Vous dire que l'année 2022, comme vous avez pu le constater, était une année riche aussi en événements internationaux sur les enjeux maritimes. Il y a eu, j'en parle ici parce que je suis fier aussi d'être breton, le One Ocean Summit à Brest, pour parler en bon grand breton, où justement ces enjeux maritimes ont été mis au cœur aussi de l'agenda international. Il y a eu le sommet des Nations Unies pour les océans, où là encore, les Nations Unies, le cadre multilatéral a fait de la question maritime aussi un enjeu prééminent des relations internationales, puisqu'on voit que la mer, que l'espace maritime est redevenu aussi un espace de conflictualité, et on voit que partout, eh bien, un certain nombre de pays eh bien, font de la mer et aussi de la capacité à construire des îles artificielles sur ces océans un enjeu vraiment géostratégique et géopolitique. Et donc, je suis rattaché à la Première ministre parce que pour le gouvernement et pour le Président de la République également, la mer est un enjeu interministériel. Et on va le voir dans toute la variété, la diversité de vos questions, que ça va de l'écologie, en passant par la défense et bien évidemment l'économie et puis la protection aussi des activités économiques. Et donc, nous avons aujourd'hui, au fond, ou au moins, si je peux le résumer, trois priorités. La première, c'est la préservation, la protection des océans et de la biodiversité marine. C'est un enjeu fondamental parce que, notamment pour nos pêcheurs, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'activité de pêche. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu fondamental pour faire face au dérèglement climatique. Et donc, c'est toute l'action que nous menons aussi en lien avec le ministère de l'écologie, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est un enjeu fondamentalement aussi de coopération internationale, d'augmentation des aires marines protégées, de renforcement des zones de protection forte, ou encore, comme j'étais à Marseille la semaine dernière, de lutte contre la pollution maritime pour préserver les herbiers posidonie, préserver tout ce qu'il y a dans nos fonds marins. La deuxième priorité, c'est celle de développer l'économie maritime
maritime, de soutenir aussi notre modèle de pêche, j'ai envie de dire nos modèles de pêche, puisque de la Corse, en passant par Boulogne-sur-Mer et bien évidemment en traversant la Manche ou encore l'Atlantique, on a une diversité du modèle de pêche. Et donc c'est à la fois faire face aux urgences, on y reviendra tout à l'heure, c'est ce que depuis le premier jour je m'attelle, notamment pour défendre les plus petits pêcheurs avec la question de l'aide au carburant. Nous sommes le seul pays européen qui a mis cette aide-là. C'était pour faire face à l'augmentation brutale des coûts du carburant pour les pêcheurs. Et donc nous allons continuer là aussi à soutenir dans l'urgence, parce que ce que connaissent les pêcheurs, ce que connaît le monde de l'économie maritime, c'est ce que connaît au fond toutes les pans de notre économie. C'est l'inflation, c'est le coût du carburant, ou c'est encore la difficulté à recruter et des tensions sur la main-d'œuvre. Et donc c'est faire face aux urgences, et on aura l'occasion d'y revenir, et c'est aussi, je le crois, notamment pour la pêche, c'est préparer demain à se projeter sur le long terme, avec notamment l'enjeu fort que l'on porte au niveau européen. Et j'étais hier à Madrid pour aussi porter cette priorité, celle de la pluriannualité de quotas, pour donner de la visibilité aux pêcheurs, pour leur donner la capacité aussi là d'investir. Et tout ça ira de pair avec une forte volonté de notre part, en lien avec tous les partenaires européens, en lien aussi avec les autres secteurs maritimes, comme la plaisance, comme la navigation maritime pour les flottes de commerce, de décarboner ce secteur-là pour justement qu'il soit moins dépendant du gaz, du pétrole, et qu'il se lance dans cette voie de la décarbonation. Et donc, vous voyez, développer l'économie maritime, c'est aussi être en capacité, dans ce que l'on fait, ce que l'on porte aussi avec les régions, les départements et les différentes collectivités locales, de travailler pour développer non pas une stratégie étatique maritime, mais vraiment une stratégie nationale. Et c'est pourquoi l'enjeu notamment de la décarbonation des ports, il y a des ports d'État, mais il y a aussi des ports qui sont gérés par la région, il y a des ports qui sont gérés par des collectivités locales, c'est un enjeu fondamental, parce que si on décarbone les navires, il faut qu'on soit en capacité de décarboner les ports, et notamment d'avoir cette électrification à quai. Donc voilà une des priorités qui nous mobilise aussi, c'est un enjeu d'innovation, c'est un enjeu de décarbonation, et puis c'est un enjeu aussi de formation. Et donc c'est pour ça que l'attractivité des métiers maritimes, l'attractivité des métiers liés à la mer, notamment les pêcheurs, mais c'est également, on le verra, la question de la conchiliculture, de l'ostréiculture, c'est un enjeu pour nous fondamental. Et quand je me déplace partout sur le territoire, je me rends dans les lycées maritimes, où là aussi, on doit à la fois renforcer les moyens donnés à ces lycées maritimes, renforcer les moyens donnés à l'École nationale supérieure de la marchande, pour, au fond, faire en sorte que ce secteur, qui est un secteur qui pourvoit des emplois, continue à le faire et continue à attirer les plus jeunes. Et puis, la troisième priorité, c'est celle de la planification en mer. Vous le voyez partout dans vos territoires, la mer, le littoral, c'est un enjeu important, parfois de crispation, de frustration, même parfois de conflit. On voit que depuis 20, 30 ans, il y a une densification, une multiplication des usages en mer. La mer qui était jadis un espace quasiment réservé aux pêcheurs, devient un espace où il y a de plus en plus de touristes, il y a de plus en plus d'activités de plaisance, où on y développe aussi les énergies marines renouvelables, où on augmente les aires marines protégées. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de planifier ces activités, de faire en sorte que, comme à terre, on ait un aménagement aussi de cet espace-là, parce que sinon, on ne sera pas en capacité de faire cohabiter les usages. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois de préservation de la biodiversité, de préservation de ces espaces-là, mais en même temps de maintien d'activités économiques et de développement aussi de sources durables d'énergie renouvelable. Donc la planification maritime, la planification en mer, c'est un enjeu important. En tout cas, ça fait partie de la feuille de route que m'a donnée la première ministre, parce que c'est aussi notre capacité à faire face à tous les défis communs, qu'ils soient écologiques ou qu'ils soient encore de souveraineté économique. Et donc là, le Parlement a aussi un rôle important. On a des outils qui sont à notre main, comme le Conseil national de la mer et du littoral, où siègent des parlementaires. J'ai envoyé il y a 2 semaines la lettre pour que les parlementaires puissent y siéger le plus rapidement possible, avec la volonté de définir d'ici la mi-2023 une stratégie nationale de la mer et du littoral, qui sera ensuite déclinée par façade maritime et qui nous permettra là aussi de décliner les différentes activités, et puis du coup de donner la visibilité à tous les acteurs pour faire les investissements dans les ports, les investissements
investissements dans les énergies marines renouvelables, les investissements pour protéger le littoral et pour protéger les océans, et donc de se doter, là encore une fois, d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral. Et je sais qu'au Parlement, vous allez aussi avoir à analyser un certain nombre de textes importants comme la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, comme il me semble la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et tout ça va s'imbriquer pour qu'on ait tous de la visibilité en mi-2023. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur, au fond, les grandes thématiques de l'action qui est la mienne au sein de ce gouvernement. Au fond, avec une méthode qui me paraît, au fond, une méthode de bon sens, mais qu'il est toujours bon de rappeler. On le fait toujours avec la volonté de puiser dans ce qu'il se fait sur les territoires, parce qu'on voit bien que les politiques qu'on va mettre en place en Corse ne seront pas exactement les mêmes que celles qu'on va mettre de l'autre côté de la Méditerranée à Marseille, ne seront pas les mêmes à Boulogne-sur-Mer. Il faut bien évidemment cette équité, cette université... Pardon ? Oui, ça, mais j'allais y venir parce que tu vas en parler, Sébastien. Donc Dieppe allait forcément être sur la table. Et donc c'est un enjeu pour nous de prendre en compte cette spécificité des territoires et d'être en capacité de développer des politiques publiques qui soient adaptées aux enjeux relatés. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est un enjeu de méthode, c'est vraiment de renforcer aussi la place de la France au sein des instances européennes, notamment en ce qui concerne la politique de la pêche. C'est une politique communautaire, donc c'est une politique définie au niveau européen. Et donc là, je vois ici un éminent collègue, Stéphane Travert, qui sait les batailles qui doivent se jouer au niveau européen. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de déplacements et d'interactions avec mes homologues. Hier à Madrid, c'était encore le cas au téléphone avec le commissaire Sinkevičius, pour notamment faire en sorte que nos collègues européens qui n'ont pas de façade maritime comme nous comprennent à quel point la politique maritime est un enjeu économique, social, et qu'il faut absolument être en capacité de soutenir, notamment, et on y reviendra peut-être, dans les territoires ultramarins, sur la modernisation de la flotte, la modernisation des bateaux. Et puis un troisième élément de méthode qui est important, notamment parfois dans l'ère du relativisme que l'on vit, où au fond toutes les opinions se valent, où tout le monde a l'impression de détenir la vérité, c'est de se baser sur la science. Se baser sur la science, parce qu'on voit bien que l'accélération du changement climatique nous oblige à faire des politiques publiques un peu différentes. Et puis surtout, la science, c'est ce qui nous permet, notamment sur la question de la pêche, mais aussi la question énergétique, de déployer des politiques publiques qui soient le plus efficaces et le plus à même de répondre aux différents défis. Donc science, innovation et notamment partage de connaissances sont pour nous des enjeux importants. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs les députés, en introduction. Vous dire que de la Bretagne en passant par la Corse et bien évidemment la Polynésie ou encore la Martinique, la mer est un enjeu important pour nous, parce que nous avons le deuxième espace maritime mondial, parce que c'est un enjeu important géopolitique, géostratégique, et c'est bien évidemment la condition sine qua non de répondre à tous les enjeux que vous vivez dans vos territoires, qu'ils soient littoraux ou pas, parce que comme souvent c'est inscrit, vous le savez, parfois dans nos communes, la mer commence ici, même quand ce n'est pas littoral. On a la nécessité de tous œuvrer dans nos différentes positions et bien évidemment dans nos différents territoires pour faire de la politique maritime l'un des piliers aussi de nos politiques publiques. Donc merci de me donner l'occasion de développer un peu cette politique-là et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ce que je vous propose, c'est de passer aux orateurs groupes. Alors, Monsieur le Ministre, chaque groupe va disposer d'un orateur et va disposer de 4 minutes pour vous interroger. Et donc, Monsieur le Ministre, sur 4 minutes, on va vous apporter de l'eau. Sur les 4 minutes, réponses comprises. Et donc, en fait, une personne peut vous interroger avec des questions courtes, vous faites des réponses courtes et vous êtes dans un dialogue pendant 4 minutes. L'orateur peut décider de vous interroger pendant 2 minutes et vous avez 2 minutes pour répondre. Et un orateur un peu bavard peut décider d'aller jusqu'à 3 minutes maximum et vous laisser uniquement 1 minute de réponse. Mais en tout cas, vous avez le chrono qui est juste devant et on est sur 4 minutes. On commence par Monsieur Bouix, groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, vous féliciter pour votre nomination dans ce beau secrétariat d'État à la mer et bien évidemment heureux de pouvoir vous auditionner à ce titre dans notre commission. Je tiens, Monsieur le Ministre, à vous interpeller aujourd'hui sur la situation de la pêche. Nos pêcheurs n'ont pas été épargnés au cours des dernières années. Crise sanitaire, Brexit, crise du carburant. Depuis de longues années, les pêcheurs français
sont responsables et ont fait des efforts considérables. Le modèle français est un modèle vertueux, soucieux de la préservation de la ressource. Nous sommes à leur côté pour les accompagner et les soutenir. L'envolée du prix du carburant impacte durement et durablement l'économie de la pêche. Face à l'urgence, l'État se mobilise. L'aide aux entreprises de pêche, qui correspond à une remise de 35 centimes par litre de gazole, a notamment été prolongée. L'État s'est par ailleurs mobilisé pour soutenir la filière française face au Brexit. 1054 licences de pêche du Royaume-Uni et des îles anglo-normandes ont été obtenues par la France, permettant aux titulaires de continuer à pêcher dans leurs eaux. Cela représente près de 99% des licences demandées par nos pêcheurs et qui étaient dues au titre de l'accord. Le combat n'est cependant pas terminé sur ce sujet. Certains d'entre eux n'ont pas encore obtenu leur licence. C'est notamment le cas sur ma circonscription dans le Calvados, à Port-en-Bessin, ce qui est source de grandes difficultés matérielles et financières. Je sais, Monsieur le Ministre, votre mobilisation pleine et entière pour trouver une issue favorable et répondre aux inquiétudes des pêcheurs en attente de leur licence. Le Brexit, nous ne l'avons pas choisi. Nous mettons tout en œuvre pour en limiter les impacts sur notre économie. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous puissiez nous faire un point d'étape sur votre mobilisation auprès des pêcheurs, notamment sur l'obtention de ces dernières licences. Et par ailleurs, je souhaiterais aussi que vous nous fassiez un point d'étape sur la scène démersale qui soulève de grandes interrogations en France et en Europe. Je sais aussi sur ces sujets votre mobilisation pleine et entière. La pêche n'est pas une variable d'ajustement, la pêche est une priorité. Je suis assuré, Monsieur le Ministre, que nous partageons la même volonté de défense permanente et inflexible du modèle français, d'une pêche artisanale et durable. Les ministres de la précédente législature sont venus à plusieurs reprises dans le Calvados redire aux pêcheurs leur détermination. Et par ailleurs, Monsieur le Ministre, bien évidemment, nous vous attendons à Port-en-Bessin. Bien, Monsieur le Ministre, en 1 minute 30. Merci beaucoup. D'abord, salut votre action et votre détermination sur le sujet, monsieur le député Bouix. Depuis plus de 5 ans, j'ai pu l'avoir et la constater. Pardon ? Sur la première question, sur la question du carburant, vous l'avez dit, la France est le pays qui s'est battu au niveau européen pour faire en sorte, avec ces 35 millions d'euros, d'accompagner notamment les pêcheurs qui n'avaient qu'un bateau et qui étaient contraints par l'augmentation du prix du carburant. Sur les licences, pour être dans les temps impartis, sur les licences, nous ferons un point. Et donc, je suis preneur, juste après nos échanges, que vous me donniez le nom des personnes. Mais en tout cas, sachez qu'on se bat quotidiennement, tout le temps, pour récupérer toutes les licences que nous devons récupérer. Nous sommes à ce jour à 97% des licences récupérées et nous allons rien lâcher. Et on a bien évidemment ouvert le plan d'accompagnement individuel pour permettre à ceux qui n'ont pas de solution, ceux qui se retrouvent dans l'impasse, de pouvoir sortir dignement du métier quand c'est possible. Et donc c'est un plan qui a à hauteur de 60 millions d'euros pour justement accompagner nos pêcheurs. Et puis pour terminer très rapidement, mais on y reviendra sûrement, sur la scène démersale. Vous le savez, c'est un enjeu qu'on a pris dès le début, puisqu'à la première réunion avec les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer en juillet, nous avons évoqué ce sujet. Et donc nous le faisons en responsabilité, comme ça a été fait dans d'autres régions. C'est au niveau des comités régionaux de pêche que ça se fait, et j'ai bon espoir, et je sais que nous arriverons à trouver une solution dans une zone, comme vous l'avez dit, qui fait face en effet à une multiplication des défis, Brexit, report aussi des zones de pêche liées au développement des énergies marines renouvelables, et donc nous continuerons à le suivre, et je sais que vous êtes impliqué sur le sujet, et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Lopez Ligori, RN. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État à la mer. Issu d'une famille de pêcheurs sétois, vous connaissez mon attachement à cette profession. Je vous ai d'ailleurs remis il y a quelques semaines à Sète une lettre dans laquelle je décrivais la situation dramatique que subissent les pêcheurs d'Occitanie. Je vous demandais l'organisation d'assises de la pêche en Méditerranée, comme le réclament les professionnels du secteur. Depuis, rien, pas de réponse de votre part, alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire et de vous rappeler la gravité de la situation de la pêche en Méditerranée. Premièrement, le plan Westmed, qui vise à réduire la pêche en Méditerranée, est une absurdité. Non seulement les pêcheurs voient leur jour de sortie en mer diminuer, mais en plus de cela, leurs bateaux sont envoyés à la casse. À Sète, sur ma circonscription, ce sont entre 5 et 8 chalutiers qui vont être désarmés dans les prochains mois.
Deuxièmement, les pêcheurs sont confrontés à une augmentation des prix du gasoil. Aujourd'hui, les pêcheurs travaillent sous leur seuil de rentabilité. Vous avez mis en place des aides prolongées jusqu'en novembre, mais c'est manifestement insuffisant puisque les revendications des pêcheurs se multiplient. Dernièrement, les plans éoliennes offshore dans le golfe du Lion vont être les véritables fossoyeurs de la pêche méditerranéenne française. Ces installations, prétendument écologiques, dégradent les écosystèmes marins. Ajoutez à la perturbation de la faune marine la réduction des zones de pêche et vous obtiendrez l'équation assurée pour l'enterrement d'une profession en souffrance. Si je résume le tableau, des familles entières dans l'incertitude, des emplois directs et indirects en péril, des fermetures de criées et un savoir-faire qui va s'éteindre. C'est pour l'instant votre bilan, il ne tient qu'à vous de changer de cap. Monsieur le secrétaire d'État, comme le demandent les pêcheurs, allez-vous reporter les jours de pêche des bateaux désarmés sur les bateaux restants? Et de plus, votre gouvernement a empêché l'installation d'éoliennes offshore au Touquet sous la pression d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce n'est pas la vue du balcon de la résidence de la famille présidentielle qui est en danger, mais l'emploi de milliers de Français. Allez-vous donc vous opposer à ce projet destructeur d'éoliennes offshore en face de Leucate? Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous avons l'occasion de nous voir à 7. Et donc, comme je vous l'avais dit à 7, il n'y a pas besoin de faire ces assises que vous appelez, puisqu'on les a déjà faites en lien avec les pêcheurs. Si je me suis rendu sur ce territoire, c'est parce que, mais si, ils sont tout à fait au courant, il faut leur parler avec eux pour voir à quel point, notamment, le président du comité régional des pêches, Bernard Pérez, est engagé depuis la nomination. Il était présent à la réunion du comité national des pêches. Si je me suis déplacé dans ce territoire-là, c'est justement pas pour faire une énième réunion avec des discussions pour faire un plan sur la comète ou simplement faire des constats. C'est justement pour travailler avec eux sur les solutions. Ce que vous évoquez, Westmed, c'est une décision de 2019 de l'Union européenne de réduction de l'effort de pêche de 30%. Et donc, nous vivons avec la conséquence de ces décisions. Et donc, la priorité de ce gouvernement, la mienne, c'est de tout faire, et en lien avec les partenaires européens, pour ne pas avoir un effort de pêche, notamment sur la pêche côtière, qui soit important. Mais ça, c'est pas des effets de manche. C'est travailler très concrètement avec les criées, c'est travailler avec les comités départementaux de pêche, avec les comités régionaux de pêche, pour travailler bateau par bateau, navire par navire, pour voir quelles seront les conséquences et surtout se battre au niveau européen pour ne pas réduire brutalement et drastiquement cet effort de pêche en Méditerranée. Et puis, et c'était travailler aussi avec les pêcheurs, c'était d'avoir une mission d'inspection qui a été lancée pour travailler avec, à la demande des pêcheurs, sur l'avenir de la pêche, notamment dans le cadre de la pluriannualité des quotas, parce qu'on a là aussi, dans les 5, 10, 15 prochaines années, en lien avec la décarbonation des navires, à penser le modèle de pêche de demain. Tout ça se fait avec les pêcheurs, et croyez bien que ce gouvernement et que mon ministère est mobilisé pour faire en sorte qu'en Méditerranée, on continue à pêcher, on continue à faire vivre cette tradition qui est l'identité de la Méditerranée. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Tavel, LFI. Merci, monsieur le président. Monsieur le secrétaire d'État, nous regrettons à la France Insoumise que la mer n'ait pas obtenu un ministère de plein exercice et qu'elle doive se contenter d'un secrétariat d'État, même si cela n'a rien à voir avec vos qualités personnelles. Et je veux d'ailleurs vous dire notre soutien pour avoir au moins su remettre à sa place le nouveau secrétaire général à la mer. Il aurait été heureux que d'autres ministres vous précèdent dans ses précédentes fonctions. Nous sommes heureux de voir la mer devenir enfin incontournable dans le débat politique. Nous avons longtemps œuvré pour cela avec Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise, y compris dans le mandat précédent. Et nous sommes heureux de voir que des positions que nous avons portées font leur chemin, notamment sur la question des quotas pluriannuels pour la pêche, ou sur le refus de l'exploitation minière dans les grands fonds marins, même si nous demandons et nous jugerons là aux actes qui seront définitivement posés par le gouvernement, et y compris aussi voir comment le mot de planification s'impose enfin comme une évidence. Il y a beaucoup à dire sur les questions maritimes, et nous les abordons pour notre part avec beaucoup d'exigence et de vigilance. Vous avez parlé des câbles sous-marins, nous serons très vigilants sur la défense de la souveraineté française. Nous sommes très inquiets de voir les lycées professionnels maritimes être abîmés par la réforme de l'enseignement professionnel que vous préparez, au lieu d'être renforcés, confortés, étendus et même généralisés dans chaque département littoraux
littoral comme nous le défendons. Nous sommes inquiets que vous n'ayez pas, sur la pêche à la Seine démersale, marqué un coup d'arrêt très net en faveur et en défense de la pêche artisanale, alors que vous aviez l'occasion de placer vos débuts sous cet auspice-là. Nous défendrons dans la discussion budgétaire le renforcement des moyens de l'École nationale supérieure maritime. Et je pense, j'espère en tout cas, que les amendements que nous proposerons pourraient être soutenus largement, car il s'agit là de sommes très modestes. Et plus globalement, nous défendrons évidemment une stratégie portuaire nationale, cohérente, qui se décline ensuite, mais qui reste cohérente nationalement, et une politique d'une création d'une filière de la déconstruction navale. Quand on voit les déboires du porte-avions Foch, même s'il n'est plus actuellement dans la marine nationale et qu'il n'appartient plus à la France, on ne peut qu'être assez attristé de ce périple. Mais je veux cibler ma question sur la question des énergies marines, et étant député de Saint-Nazaire, vous comprendrez évidemment la fierté qui est celle de notre territoire. Nous avons besoin de précisions sur le calendrier avec lequel la planification par façade va s'articuler avec le développement plus global de l'éolien en mer dont on a besoin. Il ne faudrait pas que la révision des documents stratégiques de façade renvoie la planification de l'éolien offshore beaucoup plus loin. Nous avons besoin de savoir comment la stratégie portuaire va être construite pour que demain nous soyons capables, en France, d'aller plus vite et plus rapidement et de faire beaucoup plus de parcs en même temps. Nous avons enfin besoin d'avoir des garanties sur le contenu local et sur le droit du pays d'accueil pour tous les marins et tous les navires engagés sur les chantiers. Il n'est pas acceptable, comme c'était le cas à Saint-Brieuc, que des navires battant pavillon du Vanuatu viennent construire les parcs éoliens offshore en France. Merci, M. Tavel. Monsieur le ministre. Alors, en 40 secondes, d'abord reconnaître que votre mouvement a porté ce sujet de la mer depuis très longtemps et vous dire que le fait d'être un secrétariat d'État rattaché à la Première ministre est bien plus efficace dans les décisions quotidiennes et donc il faut s'attacher non pas simplement au titre mais à ce qu'on peut faire au quotidien. Deuxièmement, pour répondre très concrètement à une de vos questions sur l'ENSM, nous allons augmenter les moyens puisque dans ce budget, il y a une augmentation de 7,5 millions d'euros dédiés à l'ENSM et j'ai eu l'occasion d'inaugurer des nouveaux locaux à Saint-Malo. Et sur la question de la stratégie de la planification maritime, vous avez raison de me poser cette question. L'ambition, c'est d'avoir une stratégie globale à mi-2023, la déclinaison par les documents stratégiques de façade à la fin 2023 pour lancer toutes les opérations, ou en tout cas de dire où est-ce que tout ça va être placé au début 2024. Voilà le calendrier qui est certes, je le reconnais, assez ambitieux, mais je crois que pour faire face aux défis climatiques et lancer la transition énergétique, nous devons accélérer en la matière. Merci beaucoup. Monsieur Bourgeot, LR. C'est bon, oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais revenir sur le Brexit et ses conséquences. Après les difficultés rencontrées pour obtenir les licences de pêche qui viennent d'être évoquées, pouvez-vous nous dire où en sont les négociations sur les bateaux de remplacement, des bateaux de nouvelle génération très attendus avec la conjoncture actuelle et pour l'avenir de la pêche locale? Un autre sujet qui inquiète beaucoup nos entreprises de transport maritime, comme la Brittany Ferries, c'est le dumping social. En effet, une entreprise anglaise bien connue aurait dernièrement licencié 800 travailleurs sans préavis pour les remplacer par des marins des pays tiers. La faiblesse des lois en matière d'emploi entre les Français et les Britanniques doivent être abordées en urgence et un accord bilatéral négocié, sinon des milliers d'emplois de marins anglais et français seront perdus. Et pour finir, je voudrais attirer l'attention sur les problèmes de plus en plus importants que rencontrent nos professionnels de la mer. Si je prends l'exemple de la baie du Mont-Saint-Michel et ses conchiliculteurs, aujourd'hui, des pratiques de plus de 50 ans sont remises en cause sous prétexte environnemental. Donc, je voudrais attirer l'attention sur la possibilité de voir ces cultures disparaître de l'espace maritime. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Je sais aussi votre engagement à Saint-Malo sur ces sujets. Sur peut-être un des points sur le dumping social, vous avez raison de dire à quel point ces pratiques irresponsables, inacceptables et déloyales de la part de l'entreprise P&O mettent à mal aussi le modèle social européen et qui ne vaut pas que pour d'autres secteurs que le maritime. Et donc, depuis le premier jour, et j'ai été alerté très rapidement par Jean-Marc Rouet, le PDG de la Brittany Ferries, mais également parce que
qu'on a ce type d'activité qui commence à se déployer et s'accélérer en Méditerranée par l'entreprise Corsica Linea, nous faisons en sorte, avec mon collègue Clément Beaune, que ce sujet de dumping social dans le transport maritime soit pris au plus haut niveau par la Commission européenne. Et donc, nous avons, au cours de toutes les différentes réunions, porté ce sujet-là. Il y a eu une réunion le 20 octobre de cette année sur le sujet-là, où on a réussi à faire venir avec nous notamment les Espagnols pour traiter très concrètement de ce sujet de la lutte contre le dumping social. Et je crois que même si ça paraît compliqué, on peut faire la même chose que ce qu'on a fait avec les travailleurs détachés. Vous savez, en 2017, ça paraissait impossible. Et donc, il faut en faire un élément fondamental de la protection de notre modèle social. Ensuite, nous travaillons sur des pistes aussi françaises pour éviter qu'on ait des navires avec ces pratiques-là qui arrivent, avec une mission d'inspection très rapide qu'on a travaillé avec les syndicats, la CGT, la CFDT, et qui va nous permettre de mettre sur la table toutes les options, notamment une loi de police qui interdirait à ces navires-là de pouvoir débarquer en France. Donc vous voyez, on a à notre disposition une batterie d'instruments, on y travaille d'arrache-pied, et je serai demain devant Armateurs de France, qui est l'entité aussi qui représente, ou en tout cas dont un certain nombre d'entreprises font partie de ce secteur-là, pour continuer à travailler avec eux de manière très concrète pour lutter contre le dumping social dans le transport maritime. Ensuite, sur la question des moules sous taille, c'est assez illustratif de la judiciarisation d'un certain nombre d'activités, des activités qui sont ancestrales, des activités qui sont là aussi respectueuses de l'environnement, et dont les solutions proposées par un certain nombre de ces personnes, de ces associations qui contestent que ces activités ancestrales auront pour conséquence d'augmenter et bien évidemment le carbone émis, puisque ce sera des camions qui vont devoir se transférer. Donc on travaille avec les collectivités locales, et vous le savez puisqu'il y a eu une réunion à la sous-préfecture, pour à la fois mettre des moyens financiers, le ministère y est prêt en lien avec le ministère également de l'agriculture, et puis nous travaillons sur des usines pour être en capacité de transformer ces petites moules sous taille qui sont actuellement qui sont actuellement dans la baie du Mont Saint-Michel, je pensais à ma circonscription, et qui en effet n'ont jamais posé de problème jusqu'ici, jusqu'à ce qu'une association a considéré que ce n'était plus une pratique, et donc nous allons continuer à défendre les mytiliculteurs, les conchiliculteurs, et à trouver des solutions locales. Pardon. Très bien, merci beaucoup. Madame Babot-Bodem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie d'avoir évoqué dans votre présentation les enjeux climatiques, car le temps nous est compté. Le dernier rapport du GIEC nous prévenait en avril dernier que nos sociétés doivent inverser la courbe des émissions carbone d'ici 2025 si nous souhaitons limiter la hausse de la température globale du climat à 1,5 degré. En 2020, le transport maritime a rejeté plus d'1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit environ 3% des émissions mondiales. Les émissions carbone du secteur ont par ailleurs augmenté de 30% depuis 1990. L'enjeu est donc grand, et nous souhaitons, avec le groupe MoDem, démocrate, connaître la feuille de route de votre ministère pour inciter, accompagner, voire contraindre ce secteur à donner corps à cette transition écologique. En la matière, CMA-CGM a montré la voie en consacrant 1,5 milliard d'euros à la constitution d'un fonds pour la décarbonation de ses activités sur les 5 prochaines années. L'orientation des surprofits de cette entreprise vers des investissements écologiques est à mon sens une solution bien plus pertinente et efficace que l'instauration d'une énième taxe. C'était également le sens de l'amendement sur les superdividendes déposé par notre groupe dans le cadre du PLF. Toutefois, ces investissements impliquent un accompagnement de l'État qui doit s'assurer du bon développement des filières industrielles liées aux biocarburants ou à l'hydrogène vert. La transition écologique ne fonctionne que si elle est équilibrée sur ses deux jambes, publiques et privées. Sur une note beaucoup plus locale, me concernant notamment en Charente-Maritime, je souhaite également vous interpeller sur les difficultés de recrutement de la filière conchilicole. Cette dernière peine aujourd'hui à attirer de nouveaux candidats à l'embauche, rebutée par la perspective d'exercer un métier réputé difficile. Or, la réalité du terrain a évolué et la modernisation de l'activité permet aux conchiliculteurs de travailler dans de meilleures conditions. Ainsi, que comptez-vous faire pour soutenir l'attractivité du secteur sur le front de l'emploi ? Je vous remercie. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Madame la députée. Et j'ai eu l'occasion de venir dans votre département pour évoquer tous ces sujets-là. Sur le premier, sur celui de la décarbonation. En effet, c'est en enjeu déjà d'atteindre d'objectifs qu'on s'est fixés collectivement avec l'Union européenne de neutralité carbone en 2050. Et on s'est aussi fixé cet objectif pour le transport maritime. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau international. Et donc à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs ambitieux et on continue notamment dans un certain nombre de zones comme la Méditerranée à aller plus vite que ce qui est demandé par l'OMI. Et donc la France est pour le coup en avance dans un certain nombre de pratiques. Je pense au déploiement de la zone CECA en Méditerranée pour justement être toujours en capacité d'accélérer sur la lutte contre le dérèglement climatique. Sur la décarbonation, on sait que dans le secteur, dans le monde, c'est à peu près 2300 milliards qu'il nous faudrait. Et donc on a une stratégie de décarbonation qui vise à la fois à inciter et financer la décarbonation des navires de pêche. Et donc c'est pour ça qu'aux Assises de la pêche, j'ai lancé un fonds de 6 millions d'euros pour accélérer la décarbonation des navires de pêche, parce que les crises de la pêche sont en général des crises qui sont liées à la hausse du carburant. Nous avons une stratégie, et j'ai eu l'occasion de recevoir la semaine dernière un certain nombre d'armateurs sur le transport maritime, de leur demander de contribuer, et vous l'avez très bien évoqué, à la décarbonation de les secteurs. Et tout ça doit se faire en parallèle de la décarbonation des ports, puisque si vous avez un navire qui fonctionne à telle ou telle technologie, mais que vous ne pouvez pas, par exemple, le brancher à quai, ça ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, c'est beaucoup moins efficace. Et donc, c'est pour ça qu'avec Clément Beaune, nous allons avoir une réunion sur la stratégie nationale de décarbonation des ports, et nous investissons de l'argent, 175 millions d'euros dans le cadre du plan de relance sur la décarbonation, sur sa stratégie portuaire. Et puis, je vous donne l'exemple à Marseille, 10 millions d'euros que l'État a investi pour faire de Marseille le premier port avec un branchement électrique à quai. Donc, vous voyez, c'est une stratégie à la fois sur l'offre, donc c'est-à-dire les ports, et puis la demande, les navires. Et puis pour répondre à votre question, pour être dans les temps sur la question de l'attractivité des métiers de la conchyliculture, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il faut réinvestir aussi des moyens dans nos lycées maritimes. Nous l'avons fait avec le NSM, mais le NSM est très lié aussi à la question des lycées maritimes. Nous avons recruté une personne qui va coordonner les activités des lycées maritimes pour que, entre les différentes régions, on ait cette cohérence et on ait des offres complémentaires de formation. Et on va continuer à mettre des moyens supplémentaires en ayant aussi des actions très concrètes pour faciliter la venue de professeurs qui viennent du monde professionnel et qui, pour l'instant, s'est rendu compliqué. Donc, sur l'attractivité des métiers, sur notre capacité à montrer que ces métiers sont des métiers d'avenir, nous allons continuer de le faire. Et nous le ferons notamment à la Route du Rhum, où le stand du ministère de la Mer sera dédié aux métiers de la mer, notamment aux métiers de la conchyliculture. Très bien, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur Ajard, socialiste. Merci, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président. J'ai deux questions, je vais être très court parce que j'aurais aimé avoir des réponses, qui concernent notamment le territoire de la Martinique, justement une île rattachée à la France. Donc d'abord une question sur les zones de mouillage aujourd'hui qui sont occupées de manière sauvage et anarchique, notamment sur la côte sud Caraïbes du territoire martiniquais par non-respect de la réglementation maritime. Les conséquences, c'est la pollution à travers les eaux usées, les déchets, la détérioration des fonds marins avec les ancres et les chaînes, des charges pour les communes sans recettes, du trafic d'armes et de drogue et des abandons de bateaux, entre autres. Et malgré tout ça, aujourd'hui, même si les communautés d'agglos ont un pouvoir de mettre en place une réglementation, le pouvoir de police revient à la direction de la mer et la DRAGES pour tout ce qui concerne les agréments. Je voudrais savoir concrètement, avez-vous le référencement précis des sociétés qui, à la fois en mer mais aussi sur terre dans le domaine public maritime, développent des activités de loisirs sur le territoire martiniquais? Avez-vous également ce référencement précis en agrément de ceux qui sont implantés sur ces territoires et qui utilisent et ont des activités économiques permanentes? Et enfin, je voudrais savoir également la relation entre les communautés d'agglomération et la direction de la mer, mais aussi de la DRAGES, qui sont censés travailler en coordination pour faire en sorte que justement ces zones de mouillage soient des zones protégées. Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les pêcheurs de Martinique. Vous savez qu'avec le chlordécone, il n'y a pas seulement une pollution des terres, mais il y a aussi une pollution des mers, et que les pêcheurs doivent aller très loin au large pour pouvoir pêcher sans moyens, avec beaucoup plus de charges et des moyens artisanaux. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour aider les pêcheurs de Martinique? Merci. Très bien. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Alors sur les mouillages, c'est une question fondamentale que vous posez. Merci beaucoup. Parce que au fond, c'est la question aussi de ce que je disais tout à l'heure, de la cohabitation des usages, de la planification aussi en mer. Puisqu'on voit que partout sur le littoral français, il y a eu une augmentation des anneaux, une augmentation à la fois des places de port disponibles, une augmentation de la pratique de la plaisance, avec des pratiques sauvages de mouillage. Et j'ai eu l'occasion de constater, que ce soit à Marseille ou encore à Belle-Île, que les collectivités et l'État, et donc c'est une responsabilité là partagée, se mettent en ordre de marche, pardon pour l'expression, pour justement développer ce qu'on appelle les mouillages écologiques et pour travailler avec tous les acteurs sur le terrain, les sociétés qui gèrent ces ports, les représentants des associations de plaisanciers, pour définir une stratégie très claire sur là on peut ou ne pas mouiller, là on doit investir pour avoir ces mouillages écologiques. Et donc, je ne connais pas là exactement le référencement de toutes les activités, mais je vous propose qu'à la fin, on se voit et que vous me donniez exactement la commande et que je vous réponde dans les délais les plus courts pour justement être capacité de vous dire exactement quelle est l'activité touristique et l'activité qui est liée, l'activité qui a pour conséquence notamment la dégradation de la biodiversité marine au large de la Martinique ou sur le littoral martiniquais. Et sur votre deuxième question qui portait, je suis en train de l'oublier, je vous prie de m'excuser, sur les pêcheurs, oui. Là aussi, vous pointez un sujet. Il y a une spécificité, c'est que nos pêcheurs ultramarins ont des navires qui sont encore plus âgés que ceux de l'espace métropolitain. Et donc, on porte un combat depuis 2018, mais c'est pas simple. On l'a évoqué encore avec mon homologue espagnol. C'est d'être en capacité de pouvoir moderniser ces navires. Il n'y a rien de plus frustrant pour un pêcheur ultramarin que de voir des ressources qui sont parfois pillées à travers de la pêche illégale par d'autres pays. Je pense notamment à la Guyane, mais c'est le cas dans d'autres territoires, et de ne pas avoir la capacité d'avoir un outil de travail qui lui permette d'aller en mer et d'aller un peu plus loin. Et donc, le combat que l'on mène au niveau européen, c'est celui de la modernisation des règles pour justement investir dans des navires plus sûrs, dans des navires plus propres et dans des navires qui ont une taille qui permettent aussi d'attirer les gens dans le secteur. Donc, c'est les règles européennes. On se bat pour les changer. On est en lien avec tous les organismes régionaux de pêche des territoires ultramarins pour le faire. Super. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Benoît, Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur la question de mon collègue député de Saint-Malo, sur les moules de petite taille. Sans refaire l'histoire, vous l'avez soulevé, et ça a été souligné, il s'agit d'une pratique ancestrale. Les conchyliculteurs, les mytiliculteurs, les moules de petite taille retournent à la mer. Dans un temps récent, une personne qui n'est pas native de la baie de Saint-Malo a découvert ce qu'était cette pratique. Et au sein d'une association, ou à travers une association, elle attaque les éleveurs, les conchyliculteurs. Et elle attaque un arrêté du préfet, puisque le préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de Bretagne, a pris un arrêté permettant, on va dire, de réglementer l'épandage des moules de petite taille dans ce qu'on appelle l'estran. Voilà. Et ensuite, les moules retournent à la mer. L'arrêté, il a été cassé, tout simplement jugé non conforme au code sanitaire de l'Union européenne. Non conforme parce que pris par un préfet. Mais il semble que si l'arrêté est pris par un ministre, que vous êtes, c'est de votre compétence, l'arrêté est conforme. La question que je vous pose, Monsieur le Ministre, pouvez-vous prendre un arrêté autorisant l'épandage des petites moules, donc des moules de petite taille, sur l'estran, en attendant que les recherches, les études qui visent à traiter, à réemployer les moules de petite taille, eh bien, soient opérationnelles. On peut imaginer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, les études dont vous avez fait état, eh bien, se soldent par quelque chose, par une pratique vertueuse et durable. Mais dans l'intervalle, plutôt que de laisser les moules de petite taille transportés par des camions à 100, 150 ou 200 km avec un bilan écologique dramatique, eh bien, je dirais, je me tourne donc naturellement vers le ministre qui a cette compétence. Ensuite, Monsieur le Ministre, en profitant de saluer votre nomination et vos premiers pas de ministre de la Mer, vous avez, dans vos premiers déplacements, vous vous êtes déplacé aux États-Unis pour participer à la 5e négociation du traité international de la protection de la haute mer.
dans le cadre de l'ONU. Et j'aurais voulu savoir un petit peu quelle était la feuille de route suite à cette négociation. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Je sais aussi votre implication sur le sujet des moules sous taille. Sur la première question, malheureusement, j'aimerais bien avoir le pouvoir que vous me prêtez, mais on a regardé ça, parce qu'on est au 2e arrêté préfectoral, et donc si on repasse par cette procédure-là, c'est que c'est la seule manière de pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, à court terme, comme je le disais tout à l'heure, on va travailler sur les investissements, sur des sujets à long terme pour faire en sorte de régler ce problème pour la saison et pour l'hiver qui arrive. Et puis, étant donné qu'il y a une procédure ICPE, ça doit passer à travers un arrêté préfectoral, et donc on va travailler, on continue de travailler avec tous les ministères impliqués, avec le préfet, pour avoir un arrêté qui soit robuste et qui nous permette de répondre aux sollicitations et aux demandes des mytiliculteurs, parce que comme vous l'avez dit aussi, on ne peut pas le matin vouloir la souveraineté alimentaire de notre pays, le midi considérer qu'il faut manger local, manger dans un périmètre restreint, et le soir, casser comme ça, de manière procédurière et procédurale, des activités économiques qu'ils pratiquent depuis un très certain nombre d'années. Sur la question de la négociation BBNJ, BBNJ en bon grand breton, c'est Biodiversity Beyond National Border, la biodiversité sur la haute mer. L'enjeu, il est triple, c'est d'arriver à une négociation le plus tôt dans l'année 2023, parce qu'après, on sait que les lenteurs et les pesanteurs de la diplomatie font que parfois, on n'arrive pas à régler cette négociation. Les enjeux, ils sont triples. 1, avoir la possibilité de créer des aires marines protégées avec un enjeu de conservation, non pas simplement de gestion. 2, le partage des ressources génétiques issues de la haute mer, pour pas qu'il y ait une privatisation de ce qui pourrait être trouvé en termes de recherche médicale, recherche scientifique dans la mer. Et le 3e élément, c'est des capacités de financement, notamment pour les pays en développement qui n'ont pas encore accès à ces hautes mers. Et donc, il y a aussi un enjeu de justice par rapport à ce traité. On a continué de se battre et on va le faire en 2022 comme on le fera en 2023. Merci beaucoup. Monsieur Fournier, écologiste. Merci, monsieur le ministre. Alors, je pense que je dois être à peu près le premier député qui n'est pas un député de la mer qui intervient dans ce débat. Il me semble que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on en parle partout. Et peut-être aussi, d'ailleurs, y a-t-il un parallèle entre le débat, le modèle agricole que nous pouvons vivre dans nos régions, entre l'agriculture industrielle versus agriculture paysanne. Et mon propos portera aussi sur le même sujet concernant la pêche. Vous avez fixé les objectifs de votre feuille de route, préserver la biodiversité, soutenir l'économie, planifier. On ne peut qu'être d'accord avec cela. Mais quand on regarde la situation d'aujourd'hui, la flotte industrielle de pêche industrielle pêche à 47% de son temps, selon un rapport de Bloom, dans des zones dites protégées. Ce qui en dit long sur la permissivité de ces zones qui, finalement, autorise ces pêches-là. Seuls 0,03% des zones sont en protection stricte, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas du tout de pêche. On est donc dans un affichage et on autorise finalement la pêche industrielle à peu près partout, avec tous les dégâts qu'on connaît. Vous, face à ça, monsieur le secrétaire d'État, j'ai besoin de savoir finalement comment vous allez emmener dans votre feuille de route vers la protection de la biodiversité, vers le soutien à l'activité économique marine et notamment celle des pêcheurs artisanaux. Et à ce titre, vous avez envoyé des signaux faibles sur la Seine démersale, qui est quand même une catastrophe écologique, une catastrophe économique et une catastrophe sociale, puisque les démerseurs, c'est ces filets de 3 km d'envergure qui ramassent tout et qui font des dégâts immédiats. On a tergiversé sur l'interdiction de la pêche électrique, on l'a fait tardivement et ça a eu un impact extrêmement désastreux. Et vous aviez l'occasion, lors du trilogue, de porter ce sujet. Il y avait un amendement qui avait été défendu au niveau du Parlement européen qui permettait d'avancer sur ce sujet, et vous avez plutôt défendu la pêche industrielle, celle des pêcheurs hollandais et belges, contre les petits pêcheurs. Tout le comité régional de pêche du secteur se prononce contre ce type de pêche. Certains s'y sont mis d'ailleurs pour pouvoir résister économiquement. C'est vraiment une catastrophe. Alors qu'allez-vous faire concrètement pour que la décision ne se prenne pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais le plus rapidement possible? Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Alors, sur votre première question sur les aires marines protégées. Alors, déjà, sur un certain nombre de choses qui sont là aussi parfois dites, c'est que parfois on prend les tracés enfin, on regarde les bateaux et on pense que parce que des bateaux traversent des AMP, ils pêchent. Ce n'est pas du tout nécessairement le cas. Et puis surtout, il y a une réalité, c'est qu'il y a eu des pratiques de pêche et ensuite on a créé des aires marines protégées depuis d'ailleurs pas un nombre d'années très conséquent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des aires marines protégées où il y a de la pêche qui est interdite, par exemple en Corse. Et donc les aires marines protégées, selon le modèle français, mais aussi qui est le modèle européen, c'est pas l'interdiction de la pêche nécessairement dans toutes les aires marines protégées. C'est un travail au plus près du terrain, au golfe de Lion, parc naturel de la mer d'Iroise, en Corse aussi, pour savoir quelles sont les activités interdites et autorisées. Et donc, quand vous regardez la diversité des aires marines protégées, il y a une diversité d'activités qui sont autorisées. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que face à l'urgence, il faut renforcer notamment les zones de protection forte, il faut renforcer les aires marines protégées. Et c'est tout le travail qu'on a demandé au gouvernement de faire depuis 2022 et qu'on va continuer à engager. Mais vous voyez bien que ce n'est pas en 6 mois qu'on peut le faire, mais en tout cas, on est engagé en le faisant avec les pêcheurs. Et puis sur la question de la Seine démersale, ce que l'on fait depuis juillet, c'est de travailler avec les pêcheurs et au niveau régional pour trouver une solution, comme ça a été fait en Bretagne, comme ça a été fait également dans le golfe de Gascogne. Et la raison pour laquelle c'est pas la France, c'est pas nous qui n'avons pas voté cet amendement-là, c'est le Parlement en trilogue lui-même qui a abandonné cet amendement-là. Pourquoi ? Parce que l'amendement ne visait à interdire la Seine démersale que pour les navires belges et néerlandais. Et donc, c'était en fait une remise en cause totale et fondamentale des règles de la pêche, de la politique de pêche commune, et ça allait aboutir à une seule chose, c'était qu'au 1er janvier 2023, il y aurait eu une libéralisation totale de nos eaux, et donc on aurait eu des navires de partout qui seraient venus sur nos côtes, et donc on n'aurait pas du tout protégé la pêche artisanale, au contraire, on aurait là détruit la pêche artisanale, et donc c'est pour garder l'esprit européen que les Européens, et pas la France, que les Européens, le Parlement, le Conseil et la Commission ont considéré que cet amendement-là n'avait pas vocation à être porté, continué. Par contre, la Seine démersale et l'enjeu de la régulation, on continue à le porter au niveau régional comme on l'a fait ailleurs. Merci, Monsieur Molac. Yacht. Excusez-moi, Monsieur Jumel, non. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, j'ai sauté une personne. Monsieur Jumel, GDR, à vous. Merci, Président, d'avoir souscrit à ma demande de consacrer un peu de temps dans notre commission à cet important sujet de la mer. Bon. Mais en même temps, vous savez, je ne suis pas un opposant qu'on appâte avec une sardine. Je veux dire d'emblée, Monsieur le Ministre, que moi je respecte l'homme que vous êtes. Je ne suis pas comme le gros poisson replacé par le Président de la République à côté de votre bureau qui a mis 7 jours à franchir la porte. Je respecte l'homme que vous êtes. Je pense même d'ailleurs que vous auriez gagné en ayant un ministère de plein exercice. Je veux vous interpeller sur 3 sujets. Premier, la pêche démersale. Bon, on ne va pas refaire le film. Vous êtes couché devant Bruxelles, vous êtes resté à quai. Votre argument juridique ne m'a pas convaincu, mais en même temps, vous avez réaffirmé un certain nombre d'engagements qui visent à faire avancer cette limitation du domaine de la Seine démersale. Vous aviez, je crois, acté avec moi, avec nous, avec les 140 parlementaires fédérés qu'il en allait de l'avenir de la pêche artisanale, qu'il y avait urgence de poser une règle qui interdit aux gros poissons de manger le petit. Mais vous avez acté qu'un accord de bout de table local ne suffirait pas. Bon. Est-ce que vos engagements de nous mettre autour de la table, sous l'autorité de l'État, pour faire avancer cet important dossier avec le comité régional des Hauts-de-France, le comité régional de Normandie, les acteurs, sera tenu? Deuxième sujet, le collègue de Saint-Malo, ami de Saint-Malo, en a parlé, le dumping social. Les 800 marins de P&O virés en visio en 5 minutes. Il y a nécessité, j'ai entendu avec attention ce que vous avez dit, de réguler ça, de mettre fin à ce dumping social. On vient de renouveler la DSP, nous, à Dieppe, sur le transmanche, il faut mettre fin à ça. Bon, est-ce que vous pouvez nous associer au travail organisé pour, d'une certaine manière, dans une loi police, appliquer au moins le droit du travail des 2 pays traversés? Moi, je suis disponible pour qu'on fasse avancer ces sujets-là ensemble, y compris au plan législatif, si cela est nécessaire. Il faut mettre à l'abri nos marins de cette tempête. Il faut préserver le pavillon français, d'une certaine manière. Troisième sujet,
les éoliennes. Enfin, le Brexit empiète sur le domaine maritime. Les éoliennes en mer, lorsqu'elles sont mises sans consentement des pêcheurs, dans la négation de ce que sont les pêcheurs, je pense notamment au tréport, eh bien, les éoliennes tuent la pêche. Mettons-les d'une manière concertée, en intégrant les conflits d'usage, là où ça pose pas de problème aux pêcheurs. Au Touquet, à Varangeville, dans les endroits où, je le dis pour les éoliennes en règle générale, on les met toujours chez les pauvres. Mettons les éoliennes chez les bourges. Mettons les éoliennes là où ça pose pas de problème, là où les poissons ne se reproduisent pas, là où les pêcheurs ne vont pas. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci pour Monsieur Jumel. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et merci Monsieur Jumel pour votre engagement aussi sur le sujet. Dieppe Le Tréport le sait. Vous êtes trop fin juriste et trop fin parlementaire pour voir que ce que je vous dis est la vérité sur la Seine démersale. C'est que, ça ne visait pas à interdire la Seine démersale simplement aux navires belges et néerlandais de le faire, et donc il y a la moitié de la flotte qui est une flotte française et qui l'utilise. Deuxièmement, c'était ce trilogue-là, ça faisait 6 mois qu'il y avait un consensus qui avait été forgé, et cet amendement, et c'est pas moi, encore une fois, ni la France qui l'avait abandonné, c'est le Parlement lui-même qui l'a abandonné, allait détruire ce consensus, puisqu'il visait à mettre bas à ce qui était la liberté de circulation dans les eaux communautaires. Et donc, nous, la France et tous les autres pays, on traite ce sujet de la Seine démersale. D'ailleurs, dans cette région-là, depuis 2009, on en parle. Depuis 2009, combien de majorités se sont succédées? C'était le premier sujet de la réunion que j'ai fait en juillet. Donc, il n'y a pas ici de personne qui s'est couchée. Il y a simplement la volonté de protéger nos pêcheurs d'actions juridiques qui auraient amené une libéralisation des eaux, et de le faire dans le cadre qui est le nôtre. Et donc on aura une occasion de le faire aussi dans le cadre européen, avec notamment la révision de la politique commune des pêches et la révision aussi de tous les accords que l'on va avoir avec les pays tiers. Et là, on va continuer à porter le fer sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est un sujet d'attention. Mais croyez bien que quand on met 35 millions d'euros pour l'aide au carburant, c'est d'abord pour les pêcheurs artisanaux, c'est d'abord pour les pêcheurs qui n'ont qu'un bateau, parce que ces aides, elles sont que pour des pêcheurs qui ont qu'un bateau. C'est bien qu'on défend la pêche artisanale partout sur le territoire. Je sais qu'il y a des difficultés, on les prend à bras-le-corps et on va le faire avec vous, notamment sur l'enjeu que vous avez évoqué. Merci, monsieur le ministre. Et vous répondrez après sur les éoliennes. Merci. Monsieur Molac, Liot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Hervé. Donc, première chose sur l'éolien en mer, je pense que c'est une nécessité pour notre mixte et notre souveraineté énergétique. Donc 50 parcs d'ici à 2050, ça veut dire à peu près 2 parcs qui sortent par an. Donc 2024, on aura la solution, enfin en tout cas les endroits où vous voulez les mettre. J'aimerais vous interroger. D'abord, le parc de Saint-Brieuc, lorsqu'il y a eu consultation, il y a 10 ans, tout le monde était d'accord. On a mis 10 ans avant de faire le premier forage. Donc, qu'est-ce que vous attendez finalement de la prochaine loi? Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas mettre entre 8 et 10 ans pour sortir un parc, et nos voisins sont un peu plus rapides que nous. Alors, tout en respectant de l'autre côté, évidemment, les riverains. Parce que c'est vraiment les deux choses qu'il va falloir jauger. Donc, voilà pour l'éolien. Sur la question de la pêche. À partir de 2026, les navires européens devront renoncer à 25% de leur capture dans les eaux britanniques. Est-ce que c'est déjà envisagé? Est-ce que c'est évalué? Parce que 2026, c'est dans 4 ans. Ensuite, je soutiens totalement mes collègues qui parlent pour la Brittany Ferries. C'est en fait des paysans qui ont fait une compagnie maritime, mais qui est la seule compagnie française, et effectivement, ils sont dans un dumping social. La seule transmanche importe. Et dernièrement, alors la dernière chose, c'est que les mytiliculteurs de Pénétin sont capables de recycler en fait les moules qui sont sous la taille, monsieur le ministre, et donc vous pourriez venir à Pénétin, tiens, ce serait pas mal de venir dans la seule commune maritime de ma circonscription. Bien. Monsieur le ministre, en 2 minutes, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le député.
Sur la question, au fond, de comment on arrive à créer du consensus, même si tout le monde il n'y aura pas unanimité sur le développement des énergies marines renouvelables, et on est dans une société où tous les grands projets font l'objet de contestation, c'est l'état de droit, et les gens ont bien le droit de contester parfois la légitimité, ou en tout cas la nécessité de faire tel ou tel sujet. En tout cas, pour nous, c'est un enjeu fondamental pour atteindre la neutralité carbone, et surtout pour avoir un mix énergétique qui soit diversifié. Vous m'interrogez sur comment aller plus vite. Moi, je crois que d'abord, si on veut faire les choses bien, parfois il faut prendre un peu plus de temps dans la concertation, la planification, pour ensuite que ça aille plus vite. Et donc, pour répondre aussi à Sébastien Jumel, si je prends l'exemple de deux parcs, l'un à Saint-Brieuc, l'autre à Saint-Nazaire, ou si on parle d'autres parcs qui ont un peu moins fait l'objet d'un accueil bienveillant, la différence, c'est le temps qui a été pris pour la concertation. C'est la prise en compte de ce qu'ont demandé les pêcheurs, la prise en compte des élus locaux, la prise en compte des collectivités locales. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu pour nous à ce ministère, c'est vraiment de faire cette planification, d'avoir une boîte à outils sur comment on arrive à intégrer toutes les demandes parfois contradictoires de tous les acteurs, comment on prend le temps de mettre en œuvre ce projet. Typiquement, au lieu de fermer toute la zone pendant les travaux, on peut diviser le parc en 4 avec un chenal qui permet aux pêcheurs d'aller pêcher et d'avoir des activités toujours pendant les travaux. Et donc, c'est tout cet enjeu de la planification qu'on va devoir faire d'ici le mois de juin de l'année prochaine pour que ensuite, quand on déploie les projets, ça aille beaucoup plus rapidement. Et puis ensuite, il y a des mesures très concrètes dans le PJL, comme par exemple la mutualisation des débats publics qui va permettre là aussi de ne pas avoir de la redondance dans les discussions, dans les dialogues, dans les concertations, et au fond de lasser un peu nos concitoyens qui ont l'impression que leur demande 3 fois leur avis sur le même sujet. Donc cette mutualisation, avoir cette stratégie globale ensuite déclinée en fonction des façades maritimes va permettre, je crois, à la fois de gagner en qualité dans le déploiement des projets et aussi en célérité. Je crois que c'est l'enjeu du XXIe siècle et c'est ce que l'on doit aux futures générations. Merci. Très bien. Merci, monsieur le ministre. On va passer aux questions individuelles, 1 minute par personne, et puis vous répondrez à la toute fin. Nous commençons avec Anna Higlemer. C'est à vous, 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, comme vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions, je vais un peu changer de thématique. Donc, j'ai eu la chance de vous accueillir au mois de septembre, donc au Glénan, pour les 75 ans de l'association de l'école de voile. Vous nous avez parlé au cours de cette visite du projet KISS. Donc, j'aimerais en fait pouvoir vous entendre un peu plus pourquoi vous avez soutenu en fait ce projet. Pourquoi ce projet était important pour vous et quel sera l'impact pour nos territoires, notamment quel impact est espéré en se disant qu'on met en place des choses dans des lycées en France et quel impact, quel retour vous espérez sur ce projet, notamment en lien avec les affaires économiques, bien entendu. Merci, Monsieur Travers. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous portez une ambition maritime, vous croyez comme nous à cette croissance bleue, vous soutenez nos filières, vous agissez sur la protection de la ressource halieutique, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution des océans et des mers. Concernant le soutien aux filières, pourriez-vous nous préciser le déploiement du plan d'accompagnement individuel lancé début octobre à la suite du Brexit et qui a occasionné, vous le savez, de grandes tensions, notamment sur nos territoires de la Manche et de la Bretagne avec les îles anglo-normandes et plus largement la Grande-Bretagne. Je voulais aussi vous alerter, Monsieur le Ministre, sur le sujet de l'interdiction de pêche des araignées de mer entre le 1er septembre et le 15 octobre, qui pose aujourd'hui de grosses difficultés à nos mytiliculteurs qui se voient là aussi leurs ressources pillées par ces prédateurs. Et nous avons besoin de pouvoir travailler sur ce sujet avec la filière pêche. Merci, Monsieur Lopez-Ligori. Monsieur le secrétaire d'État, je sais que vous avez rencontré les propriétaires du chalutier Hercole Lucie à Sète. Dans le cadre du plan de sortie de flotte, ce chalutier devait être désarmé et son propriétaire devait recevoir une aide pour compenser sa perte. Cette aide était conditionnée à des activités en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des 2 dernières années civiles. Malheureusement, l'armateur a rencontré de multiples problèmes techniques en 2020 et 2021 entre les problèmes d'hélice et les avaries moteurs. Il a été donc immobilisé. Son permis d'armement lui a été retiré temporairement et donc il n'a navigué que 42 jours en 2021. Il se retrouve donc sans bateau,
sans compensation et avec une famille à nourrir dans une situation financière très difficile. Ma question est donc la suivante. Avez-vous prévu des mesures pour permettre à ce chalutier de bénéficier du plan de sortie de flotte? Merci. Merci, Monsieur Boulot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué différents enjeux et défis des mers et des océans, et je vais vous interroger sur un sujet qui n'a pas encore été évoqué, celui de la pollution plastique. Cette pollution qui se concentre dans nos mers et dans nos océans, cette pollution visible avec les macrodéchets, mais aussi invisible et insidieuse avec les micros et les nanoplastiques, cette pollution qui impacte la biodiversité marine, la pêche et l'attractivité touristique. Monsieur le ministre, en novembre 2021, notre Parlement votait à l'unanimité une résolution invitant la France à agir pour renforcer la lutte contre cette pollution à l'échelle internationale. Quelques mois plus tard, en février 2022, à Nairobi, lors de la 5e session du Programme des Nations Unies pour l'environnement, il a été décidé de lancer une réflexion pour un traité international juridiquement contraignant pour réduire cette forme de pollution des mers et des océans. Monsieur le ministre, quelle est votre feuille de route pour accompagner la résolution de novembre 2021 et les décisions prises à Nairobi en février 2022 et engagées depuis? Merci, Monsieur Naillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez, la mer est une chance pour nous, les Outre-mer. D'abord, le premier atout, bien sûr, c'est le formidable potentiel d'énergie renouvelable, important pour nous qui tendons vers l'autonomie énergétique. Le deuxième atout, bien sûr, c'est l'activité portuaire. Le troisième atout, c'est l'exceptionnelle biodiversité. Je rappelle qu'aujourd'hui, 80% de la biodiversité française se trouve sur les territoires ultramarins. Et je rajouterai, bien sûr, l'activité qui est liée à l'économie bleue. Si je prends l'exemple de La Réunion, entre 2012 et 2018, l'emploi dans l'économie bleue a cru 3 fois plus que dans le reste de l'activité. Mais l'enjeu majeur, et c'est là ma question, Monsieur le Ministre, l'enjeu majeur, c'est comment comptez-vous concilier à la fois le développement économique et la préservation de cette exceptionnelle biodiversité, parce que si la mer est une chance pour nous, il ne faut pas qu'on fasse là ce qu'on a fait avec le reste des ressources naturelles. Merci. Merci, Monsieur Jumel, pour une relance. Oui, très court pour prolonger les questions. Sur la scène démersale, Monsieur le Ministre, vous avez pris l'engagement de réunir les acteurs. Quand est-ce que ça va se faire et comment? Sur le dumping social, moi je vais travailler, j'ai réuni 150 marins à Dieppe, un véhicule législatif pour permettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et troisième sujet, je m'en voudrais de ne pas profiter de l'occasion pour vous inviter à la foire au hareng et à la coquille en novembre prochain. C'est la plus grande foire au hareng et à la coquille du monde entier. Et la coquille Saint-Jacques de Dieppe est bien meilleure que celle des autres ports. Il n'y a pas photo. Et donc, trouvez l'occasion de venir à Dieppe, ce que vos prédécesseurs n'ont jamais trouvé l'occasion de faire. Merci, Monsieur Jumel. Madame Maquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le transport maritime qui achemine dans le monde plus de 90% de marchandises et plusieurs millions de personnes chaque année est souvent pointé du doigt pour ses impacts environnementaux néfastes pour les mers, les océans, la qualité de l'air et la faune marine. Jeudi dernier, les principales compagnies de croisière ont signé à vos côtés une charte de bonne conduite visant à réduire l'impact environnemental de la filière maritime. Cette avancée montre que le gouvernement est pleinement mobilisé pour rendre la filière plus responsable et qu'il souhaite l'accompagner vers la transition écologique. Même si vous avez déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, Monsieur le Ministre, comment le gouvernement, en dehors de cette initiative très prometteuse, compte-t-il accompagner ce secteur vers un objectif de réduction de son empreinte environnementale? Envisagez-vous de réguler la composition des carburants du transport maritime? Que pensez-vous de la possibilité d'électriser une partie de la flotte maritime? Souhaitez-vous continuer la transition du secteur vers le gaz naturel liquéfié comme carburant de référence? Je vous remercie. Merci, Monsieur de Fournas. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je vais revenir sur la question des éoliennes en mer, parce qu'en réalité, vous n'avez pas répondu à au moins 2 questions qu'on vous a posées. Les projets d'éoliennes en mer, vous le savez, ont provoqué des levées de boucliers de la part de pêcheurs dans nos nombreux ports, Cherbourg, Le Cat, Saint-Brieuc, Le Havre, Dunkerque, le Tréport, Quiberon et l'île d'Oléron notamment.
ces constructions d'éoliennes, au-delà du fait qu'elles vont détruire les fonds marins, elles vont aussi réduire considérablement des zones de pêche. Alors vous avez défendu la volonté du gouvernement de mettre des éoliennes partout, ce que nous contestons, vous le savez. Mais en l'occurrence, vous n'êtes pas le ministre de l'énergie, vous êtes le ministre de la mer chargé de défendre les intérêts des pêcheurs. Alors la question est très claire et très simple et j'aimerais que vous répondiez directement. Que comptez-vous faire pour défendre les intérêts des pêcheurs face au projet d'éoliennes en mer? Monsieur Tavel. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État. Je souscris à tout ce qui a été dit sur le dumping social. Je ne partage pas votre bilan très positif de la réforme du travail détaché qui a pu avoir lieu. Je crois qu'il reste beaucoup à faire pour que le droit social du pays d'accueil s'applique pleinement, salaire, cotisation et heures de travail. Et nous pourrons en parler avec plaisir, y compris sur les chantiers de l'Atlantique. Je viens sur une question qui concerne le pavillon français, qui était le premier, selon le mémorandum de Paris en 2018. Et depuis cette date, un certain nombre d'actes de contrôle de la sécurité des navires ont été privatisés. Et aujourd'hui, nous sommes tombés au 30e rang de ce mémorandum. Ne pensez-vous pas qu'il y a un lien entre la privatisation du contrôle de la sécurité des navires et la dégradation du classement du pavillon français selon ce classement? Merci à vous. Merci. Madame Lepée. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Breton. Nous le savons, la mer est un enjeu de souveraineté économique et alimentaire. Dans le secteur de la pêche maritime professionnelle, un emploi embarqué génère 3 à 4 emplois à terre au sein de la filière aval. Le modèle actuel laisse apparaître plusieurs difficultés, des enjeux écologiques, des enjeux socio-économiques et des enjeux économiques puisque la France reste ultra dépendante d'autres secteurs puisqu'elle importe 80% des produits issus de la mer. Alors au-delà de la prévention des métiers de la mer, quelle stratégie le gouvernement souhaite-t-il mettre en place afin de transformer la pêche professionnelle en mer vers plus de durabilité et de compétitivité? Et quel avenir de la filière aval, notamment les conserveries? Je vous remercie. Madame Sabatini. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, depuis 2018, le crabe bleu, espèce exotique venue d'Amérique, prolifère désormais en mer Méditerranée où il fait des ravages. Il détruit les autres espèces, détériore gravement les filets de pêche et menace l'ensemble de la biosphère locale. Cette espèce invasive est à l'origine d'un véritable désastre écologique et provoque une catastrophe économique pour les pêcheurs qui sont privés de leur métier traditionnel, comme la pêche à l'anguille ou au turbo. Ponctuellement, la région débloque des fonds dans le but de mener des campagnes d'éradication, mais cette première avancée se révèle largement insuffisante pour éliminer cette espèce invasive et pour accompagner financièrement les pêcheurs. Désormais, la menace s'étend à toutes les côtes méditerranéennes jusqu'en Corse. Quel dispositif comptez-vous mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la prolifération de ce nuisible et comment allez-vous accompagner financièrement les pêcheurs sur le long terme qui voient leur pêche traditionnelle disparaître? Merci. Bien, Monsieur Botorel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Hervé, d'abord, je crois qu'on mange de la coquille Saint-Jacques normande tant qu'on n'a pas goûté à la coquille Saint-Jacques bretonne. Je pense que vous pourrez aisément arbitrer ce match, malgré les tentatives de rabibochage de mon ami Sébastien Jumel. Non, je voulais... Oui, tu l'as cherché. Ça se réglera... tu sais où. Non, moi je voulais vous interroger parce que le président Lenezet s'est inquiété de la hausse des prix des carburants. Et je vous avais moi-même questionné vos questions au gouvernement sur le sujet de la hausse de ces coûts de carburant. Vous m'aviez répondu à l'époque, sous l'autorité de la Première ministre, que vous prolongeriez ces aides de carburant et que vous aviez obtenu ce rehaussement des plafonds des aides par la Commission européenne. Mais l'aide devait s'arrêter fin septembre. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. Et je veux juste compléter, puisqu'il me reste 14 secondes que je ne vais pas consommer, dire combien je partage les sujets de préoccupation autour du pavillon de complaisance qui a failli avoir la peau de notre marine marchande il y a déjà une quarantaine d'années. Et donc, il s'agit d'être vigilant et je m'associe à ce qui a pu être dit précédemment. Monsieur Maisonnet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ravi de pouvoir vous interroger sur la pêche en Méditerranée, ayant moi-même sur ma circonscription la très belle ville du Grau-du-Roi et son port de pêche remarquable. Monsieur le Ministre, j'ai écouté attentivement vos réponses et j'observe que vous avez quand même une certaine capacité à ne pas répondre à certaines questions en fonction de vos interlocuteurs. Mon collègue Lopez Ligori tout à l'heure vous a posé 3 questions assez simples en fait, assez simples et on doit, je crois, terminer cette commission en ayant des réponses sur ces sujets-là. Premièrement, la baisse du nombre de jours de sortie en mer, le plan Westmed.
qu'allez-vous faire pour y remédier? Deuxièmement, la hausse du prix du gasoil. Il y a des aides qui ont été mises en place, elles sont insuffisantes. On parle évidemment du seuil de rentabilité des pêcheurs qui est insuffisant. La réduction des zones de pêche avec l'implantation des éoliennes offshore dans le golfe du Lion. Voilà 3 questions précises auxquelles il nous faut des réponses. Je vous remercie. Merci. Monsieur Girardin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cher Hervé, je souhaite attirer votre attention sur la problématique du financement de la recherche polaire, intrinsèquement liée aux enjeux maritimes dans les océans austral et arctique. Comme vous le savez, le gouvernement s'est doté d'une stratégie polaire ambitieuse à l'horizon 2030, portée par l'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes, M. Olivier Poivre d'Arvor. L'Institut polaire est chargé de la recherche française dans les régions polaires et s'appuie sur 6 stations offrant les conditions de travail indispensables aux équipes de scientifiques, ravitaillées notamment par le brise-glace l'Astrobal, armé par la Marine nationale. En 2021, j'alertais les autorités via un rapport d'information sur les importants besoins de financement nécessaires à la sécurisation de ces infrastructures vieillissantes. Cette année, l'ambition française en matière de recherche polaire est remise en cause par la hausse des coûts de l'énergie. Ma question est simple. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour permettre l'entretien des bases polaires vieillissantes et pour assurer la pérennité et l'excellence de la présence française en Arctique et Antarctique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Pont. Merci, Monsieur le Président, d'abord de m'accueillir dans votre commission. Je voudrais revenir, bien sûr, sur un certain nombre de points, en particulier, bien sûr, les licences. Sur le Boulonnais, il reste 5 licences sur 110, ce qui est pas mal. Enfin, 4,5, puisque un bateau a brûlé. Vous avez rencontré ces marins-pêcheurs. C'est les licences les plus difficiles, puisque pas d'antériorité, et puis des bateaux neufs. Donc, quasiment impossible. Je pense qu'il y a, depuis 2 ans maintenant que les discussions se font, il y a une position définitive à avoir. Après la scène danoise, vous l'avez rappelé, au niveau européen, c'était de repousser au-delà des 6-12 000 de façon discriminatoire cette scène danoise, comme c'est fait d'ailleurs en Bretagne et dans le golfe de Gascogne. Seulement, derrière, je pense qu'il y a des ONG qui voudraient interdire totalement cette scène danoise, comme pour la pêche électrique. Mais après la scène danoise, ça sera le chalut. Et après le chalut, ça sera la pêche au hameçon ou à la ligne. Et encore, ils vont trouver que cette pêche au hameçon va faire du mal aux poissons. Et d'ailleurs, il y a une association PAS qui dit la pêche au vif est technique les plus cruelles. Donc je pense que leur but est d'interdire totalement la pêche. Simplement. Merci pour l'alerte, Monsieur Pont. Merci. 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 Monsieur Ajard. Oui, je voulais apporter une précision concernant les pêcheurs de Martinique et la problématique de la pollution au chlordécone qui est mortelle. J'ai bien entendu la réponse sur la question de la modernisation des équipements de pêche. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. La question ne se pose pas simplement en termes de modernisation, puisque ce sont des entreprises qui sont amenées à disparaître parce que leur territoire, justement, ils peuvent exercer leur activité, a considérablement diminué. Ils sont en survie et en grande difficulté. Donc la question, c'est quelles réparations, d'autant qu'ils ne sont pas responsables de la pollution au chlordécone et des conséquences et de l'impact de ce qui leur arrive. Donc la question, c'est plutôt aller plus loin et quelles seraient, bien sûr, les réparations qui pourraient être mises en place, les compensations pour les accompagner, à maintenir leur activité et à se développer. Merci beaucoup. Madame Lernos. Merci. Monsieur le ministre, début septembre, Total Energy a demandé une licence pour exploiter 2 immenses champs gaziers enfouis à plus de 1000 mètres de profondeur au large de l'Afrique du Sud, dans une zone à la vie marine d'une richesse exceptionnelle. Ce projet, qui est estimé à plus de 3 milliards, perturbera sans conteste les écosystèmes marins qui accueillent aujourd'hui des baleines à bosse, des cachalots, des albatros, des tortues luttes, non seulement par la pollution sonore, la construction d'infrastructures, sans compter les fuites de pétrole et les risques de marée noire. Le 17 octobre dernier, l'ONG Bloom et The Green Connection ont dénoncé le projet de la multinationale française en Afrique du Sud. Comment, après les propos que vous avez tenus, accepter une telle opération alors que la crise des océans, intimement liée à celle du climat, s'aggrave davantage et plus vite que tout ce qui a pu être prévu ? Lancer des nouvelles exploitations d'hydrocarbures est suicidaire et complètement à rebours de l'urgence climatique et de l'histoire. Ne tolérons pas ailleurs ce que nous ne tolérons pas ici. Allez-vous mettre en pratique nos engagements pris pour l'océan à Brest début 2022 et demander aux pétroliers français d'arrêter cette opération qui va détruire de manière irréversible cet écosystème spectaculaire et indispensable pour notre planète ? Merci. Monsieur Perrault.
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez souligné dans votre propos liminaire les enjeux écologiques tant sur l'espace maritime que sur l'espace littoral et bien évidemment au-delà. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, sur un enjeu qui porte atteinte gravement à notre biodiversité, aborder là le sujet des espèces exotiques envahissantes. Ça a été fait tout à l'heure au travers le crabe bleu en Méditerranée, mais on passe aussi aux algues des sargasses, pourquoi pas aux algues vertes sur un territoire qui vous est cher. Divers plans de lutte sont en œuvre, tant en métropole qu'en outre-mer. Au regard de votre feuille de route, quelle est votre stratégie, votre vision de lutte contre ce fléau qui expose gravement nos richesses? Merci. Merci. Et Monsieur Boix. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je souhaiterais en fait que vous nous précisiez un petit peu plus votre pensée quand vous parliez en fait d'accords d'interdiction régionaux. Vous faisiez référence au golfe de Gascogne sur l'interdiction de la pêche démersale. Qu'en est-il en fait pour la Manche Est, et donc préciser un petit peu ce que vous entendiez sur ce sujet. Et puis par ailleurs, Monsieur le Ministre, ce qui nous sépare finalement, c'est le Couesnon et le Mont-Saint-Michel. Et donc nos collègues vous ont invité en Bretagne à goûter la coquille. Eh bien moi, je vous invite sur 3 dates possibles, le 12 et 13 novembre à Port-en-Bessin, le 19 et 20 novembre à Courseulles-sur-Mer, ou le 26 et 27 novembre à Grand-Camp-Mézy, et vous pourrez constater par vous-même que la coquille normande est excellente. Bien, je crois que j'ai pris les questions de tous ceux qui souhaitaient poser des questions. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre en un quart d'heure. Si c'est possible. Alors, déjà, je vais prendre 10 minutes pour répondre à toutes les invitations. Et puis ensuite, on va répondre à tout. Donc, je vais essayer de le faire de la manière la plus organisée possible. Et je vous prie de m'excuser si je ne réponds pas à tout. Parfois, il y a des choses auxquelles j'ai déjà répondu. Sur la première, sur la question de KISS, de Annaïg Lemer, que je remercie aussi pour l'engagement sur ce sujet-là. Le projet KISS, c'est en fait ce sont des kits de navires qui vont être envoyés dans plein de lycées, c'est une vingtaine de lycées si je ne m'abuse, pour justement promouvoir les métiers liés à la mer et notamment les métiers de la construction de navires, les métiers liés au maritime. Et je trouve que c'est un moyen et en tout cas une façon très ludique, très pédagogique et en même temps ancrée dans nos territoires de pouvoir promouvoir ces beaux métiers de la mer qu'on le connaît très peu, même si on habite à côté de la mer ou sur une zone littorale. Et donc c'est pour ça qu'au ministère de la Mer, nous avons soutenu ce projet, qui est un projet au fond de démocratisation de la pratique de la voile, de promotion des métiers de la mer, et puis tout simplement aussi de démonstration de ce qu'est l'excellence de la voile et des grands marins qui font, je crois, la fierté de notre pays. Ah oui, non, j'ai pas 1 minute à chaque fois pour répondre. Ah oui, non, d'accord, oui, c'est vrai. Vous avez vraiment tout le temps que vous souhaitez. La question des plans d'accompagnement individuel, c'était, il me semble, Monsieur Travers. On sait très bien que parfois, collectivement, on a pris le pli de répondre aux crises simplement par des plans de sortie de flotte. Moi, j'ai souhaité qu'on parle vraiment de plans d'accompagnement individuel, parce que l'idée, ce n'est pas de casser du bateau, mais c'est vraiment de répondre aux conséquences imposées par le Brexit, aux conséquences imposées par la conjoncture économique et par le cycle économique. Et donc, on a travaillé depuis un certain nombre de mois pour avoir un plan d'accompagnement individuel qui a été fait d'ailleurs avec tous les comités régionaux, avec les comités départementaux, pour avoir quelque chose de calibré, qui réponde vraiment aux enjeux et qui ne permet pas des effets d'aubaine et donc de personnes qui sortent du système pour bénéficier au fond des financements de ce plan d'accompagnement individuel. On l'a fait avec 3 objectifs. 1, c'est maintenir la capacité de production de pêche de notre pays, parce que moi je crois vraiment à la souveraineté alimentaire de notre pays et donc on doit être en capacité de garder ses droits de pêche. 2, en ayant vraiment la volonté d'être dans une logique de transmission, c'est-à-dire que quand il y a justement ces mouvements, eh bien que ça puisse aller notamment aux plus jeunes, parce qu'il faut qu'on arrive à installer des jeunes. Vous avez beaucoup travaillé sur les dotations jeunes agriculteurs. Je crois qu'il faut qu'on ait une ambition sur l'installation de jeunes pêcheurs, et donc ça passe par le droit de pêche, bien évidemment. Et puis 3, éviter tout déséquilibre régionaux, et notamment d'aboutir à ce que un certain nombre de sorties de bateaux déséquilibrent à la marée, déséquilibrent des ports de pêche plutôt secondaires. Et donc c'est tout le travail très fin qui est fait
avec les régions, avec les comités régionaux. Ça ne fait pas la une des JT, mais je peux vous dire que c'est un travail éminemment important que mènent les services de mon ministère, en lien bien évidemment avec tous les autres du gouvernement. Sur la question de monsieur le député de cette, pardon, j'ai oublié Lopez Ligoré, pardon, j'avais le premier, j'avais pas le second, prie de m'excuser. Vous l'avez évoqué, il y a une règle. Voilà, il y a un certain nombre de règles, on est dans un État, et donc il y a un certain nombre de règles qui sont mises en place pour pouvoir bénéficier de plans de sortie de flotte. Mais on est, je crois, dans un moment difficile pour un certain nombre de pêcheurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la spécificité aussi de la situation économique et sociale de nos pêcheurs. Et donc j'ai rencontré la personne que vous avez mentionnée. On est en train de travailler, je ne vais pas le dire ici, à des solutions très concrètes avec elle, puisque les services de la DIRM Méditerranée ont pris attache avec elle. Et de la même manière que quand je m'étais rendu à Boulogne, on avait trouvé une solution pour un pêcheur du Boulonnais, on va travailler avec cette famille, avec cette personne pour trouver une solution à cette incompatibilité de son activité avec notamment l'entrée dans un plan de sortie de flotte, mais on va trouver une solution parce que je crois que c'est ce que l'on doit aussi à un certain nombre de familles de pêcheurs qui sont engagés depuis très longtemps et qui vivent des situations difficiles. Ça va pas être simple parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a aussi des règles européennes qu'on s'est fixées, mais on va essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Sur la question de la pollution plastique des sommets des Nations Unies, alors ça c'est plutôt Bérangère Couillard qui suit ça au ministère, si ce n'est que vous savez, la France va accueillir en 2025 le sommet des Nations Unies pour les océans, en lien avec le Costa Rica. Donc il y aura un pré-sommet en 2024 au Costa Rica. Et donc l'une des grandes ambitions, c'est d'arriver à la fois finaliser ce traité, mais surtout qu'il soit en place, qu'il entre en vigueur à l'horizon 2025. Je m'avance peut-être un peu sur l'état des négociations et je vous enverrai un document très détaillé là où on en est. Mais en tout cas, ça fait partie vraiment des... comme on dit en mauvais français, des délivrables, ou en tout cas des objectifs qu'on a envie d'atteindre dans le cadre du sommet des Nations Unies pour les océans. Ça demande de travailler, comme on l'a fait d'ailleurs en France dans la loi AGEC avec tous les producteurs de plastique. Ça demande aussi des financements pour les pays en développement, mais il n'y a pas de fatalité. Des pays comme le Rwanda, des pays ont réussi à se sortir du plastique, et ça demande aussi une coordination régionale, et c'est pour ça qu'on mobilise fortement la Banque mondiale, des organismes comme l'Agence française de développement ou encore la Banque africaine de développement pour accompagner justement cette transition et faire en sorte qu'on n'ait plus ou qu'on ait beaucoup moins de pollution en mer. Mais je reviendrai très précisément avec un détail écrit sur l'état des négociations. Mais en tout cas, c'est un objectif pour 2025 que ce soit une belle avancée mondiale et universelle sur ce sujet de la pollution plastique. Sur les espèces invasives, nous avons un plan d'action sur les espèces invasives. Vous l'avez évoqué, alors il y avait la question des araignées de mer, et au fond, c'est lié à toutes les questions d'espèces invasives, comme vous l'avez évoqué sur le crabe bleu. En curatif, sur la question des araignées de mer, on mène des campagnes d'effarouchement, et puis surtout en préventif, c'est la même chose quand je me suis rendu au parc marin du golfe du Lion. On a un vrai enjeu pour comprendre les raisons de cette multiplication. Personne, même les scientifiques, sont à même de trouver la réponse idoine. Donc on va continuer à investir dans la recherche et dans le partage aussi de connaissances. Il faut faire de manière très rapide parce qu'on voit bien que ça a un impact partout sur les littorales. Mais en tout cas, pour répondre aux araignées de mer, effarouchement pour le curatif, et on continue à comprendre les raisons. Et pour le crabe bleu, qui s'inscrit dans ce plan d'action national que vous avez évoqué, c'est 1,4 million d'euros que l'État déploie sur un certain nombre de territoires, en lien bien évidemment avec, vous l'avez évoqué, les financements des collectivités locales. Sur ça, on a mis les moyens. L'enjeu maintenant, c'est d'arriver à ce que la science avance. C'est pas en mettant 3 fois plus d'argent qu'on pourra arriver 3 fois plus vite, mais en tout cas, on a à la fois une stratégie sur aussi la commercialisation de ces espèces invasives. Alors il faut faire attention, parce que certains pourraient considérer qu'en commercialisant, on va continuer à faire perdurer ces espèces-là, mais on a un enjeu à regarder comment, dans une période donnée assez courte, on arrive aussi à commercialiser ce crabe bleu qui, si je crois comprendre quand j'ai été à Bagnoul-sur-Mer, est un mets qui est assez goûté, et donc on a un sujet là aussi de structuration de la filière, et soyez bien assurés qu'on continue à suivre ce sujet avec notamment des opérations de coup de poing. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qui permettent de faire une opération très rapide pour réduire la place de ces espèces invasives. Mais
ce type de sujet va se multiplier et donc on a besoin de travailler et c'est ce qu'on fait dans le cadre notamment des aires marines protégées, à suivre de manière très précise l'évolution des espèces et d'avoir des outils financiers et aussi des outils concrets de capture, d'effarouchement, de commercialisation rapide pour faire face à ces enjeux qui, encore une fois, avec le dérèglement climatique, sont amenés à se multiplier. Sur la question de notre cher collègue de La Réunion, bon, c'est un sujet qui pourrait nous prendre des heures, mais on aura l'occasion d'y revenir sur, au fond, comment on concilie écologie et économie. Je crois qu'elles ne sont pas antinomiques. C'est la question du vivant, au fond. La vivance, c'est d'avoir des humains qui continuent à se nourrir, à vivre sur des territoires et en même temps des espèces que l'on doit protéger. On doit préserver la biodiversité marine. Et tout ça, ça doit se faire dans ce que je disais tout à l'heure sur la question avec la planification maritime. C'est quand on voit qu'il y a des espèces, des stocks qui se dégradent, par exemple de poissons ou de végétaux, on doit tout de suite prendre des décisions pour limiter l'activité humaine. Mais au contraire, quand on voit qu'il y a la capacité, par exemple sur nos littoraux, notamment en Outre-mer, en Guyane ou encore en Martinique et à La Réunion ou en Polynésie, de créer une économie locale liée aux ressources halieutiques, il faut le développer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de développer avec la modernisation des navires. C'est structurer la filière aussi. Ça passe par le développement de nos ports pour que nos ports puissent soit exporter, soit être en capacité de transformer aussi ces produits-là. On l'évoquait tout à l'heure avec Nicole Lepay, un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Donc c'est une stratégie globale, c'est une stratégie qui se fait dans le cadre du développement économique et donc aussi des collectivités. Et c'est une stratégie qui se fait dans le cadre de financement du FEAMPA, qui est le fonds à la main aussi des régions pour développer justement des transformations, des accélérations, des modernisations de la filière de la pêche. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Et dans le mot économie, ça vient du grec oikos, si je ne m'abuse, et il y a foyer. Et donc on est là dans quelque chose de fondamentalement humain et donc il ne faut pas les opposer, même si on voit bien que la période est au renforcement et en tout cas à l'accélération sur la question de la préservation de la biodiversité marine. Pour répondre aux collègues jumelles, de travailler sur notre enjeu de Seine démersale, comme je vous l'avais dit, là il y a eu les professionnels qui se sont rencontrés, donc c'était normal qu'ils le fassent avant qu'on se voit, et donc dès cette semaine, on aura l'occasion de faire rentrer dans la danse, si vous me permettez l'expression, les parlementaires, leur travail. Et en ce qui concerne la question du modèle social, il y a un créneau qui est ouvert avec le PJL sur l'accélération des énergies renouvelables, notamment sur l'état d'accueil. Il y a des choses que nous avons fait pour renforcer justement le modèle social français, pour éviter d'avoir des bateaux qui viennent par exemple faire la maintenance des éoliennes qui sont sous des pavillons qui ne correspondent pas à nos critères. Et donc vous allez voir que dans le texte, il y aura un certain nombre de propositions qui permettront justement d'avoir dans cette stratégie de déploiement des énergies marines renouvelables un vrai renforcement de notre modèle social. Et sur la question du transmanche et de la loi de police, nous on a totalement à votre disposition si vous avez des idées d'un texte pour continuer à avancer. Je crois que c'est un élément majeur aussi de l'attractivité du métier de marin, l'attractivité du transport maritime. Sur la question des carburants, entre le GNL, l'hydrogène, la question, je l'ai un peu perdue de vue, mais de dire qu'à ce stade, nous n'avons pas fait de choix, parce que c'est des choix industriels, c'est des choix d'entreprise. Ce que l'on souhaite par contre, c'est que ces choix se fassent en cohérence aussi avec le déploiement de la décarbonation des ports. Et donc, si on déploie l'hydrogène, il faut avoir une stratégie foncière, notamment, pour permettre la production d'hydrogène. Le GNL est utilisé, par exemple, pour des entreprises comme CMA, CGM, avec là aussi l'enjeu d'avoir au port d'arrivée et au port de départ ces outils, ces structures qui permettent de souter du GNL. Et donc on est en train de travailler en parallèle à la fois à accélérer l'innovation, et donc on aura à prendre un certain nombre de mesures de financement dans le cadre de France 2030. Et moi je souhaite vraiment maritimiser France 2030 et maritimiser pour atteindre ce bel objectif de navire zéro émission à une date qu'on va tous collectivement se fixer. Et en même temps, on travaille avec les collectivités pour décarboner nos ports. Pour répondre à la question très concrète, je crois que c'était vous, monsieur, sur
sur le secrétaire d'État à la mer versus ministre de la transition énergétique. Vous voyez, c'est comme l'écologie et l'économie. Ce sont les deux faces de la même pièce. Les pêcheurs sont des gens intelligents. Les pêcheurs ont bien conscience qu'ils doivent réduire leur dépendance aux énergies fossiles, puisque c'est ce qui, en général, les met dans une situation de crise. Et donc, ce sont eux-mêmes qui demandent à faire cette transition énergétique et donc à avoir des... Non, je dis la transition énergétique. Attendez, oui, mais je peux... Vous avez fait votre question ? Non, mais attendez, monsieur, bah oui, mais moi je suis dans le parc éolien de Saint-Brieuc, donc j'ai eu le premier projet. Donc, oui, bah, ce sont... et je les côtoie bien plus que vous, je ne le crois. Et si vous demandez, par exemple, aux pêcheurs de Saint-Nazaire, aux pêcheurs aussi de Belle-Île, par exemple les pêcheurs bretons, ce sont avec l'acceptation, avec un accord des pêcheurs bretons que nous avons développé le projet de Belle-Île. Si vous discutez avec le comité départemental des pêches, et il y a le collègue ici de Saint-Nazaire, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a bien démontré que quand ça s'est fait avec de la concertation, quand ça s'est fait en prenant en compte l'intérêt des pêcheurs, c'est un projet de développement territorial. Et donc ne caricaturez pas les positions des pêcheurs. Ils comprennent très très bien les enjeux. Je peux vous en montrer ici. Eh bien, rencontrer plus de pêcheurs. Alors, je vous emmènerai avec... Oui, mais monsieur, on ne fait pas de la généalogie. Là, on fait de la politique. Et donc, dans la politique, il faut prendre en compte la diversité des opinions. Souffrez qu'un certain nombre de pêcheurs acceptent aussi ces développements partout. Et moi, je viens d'un territoire où je l'ai dit dans la presse, je l'ai dit publiquement, où la concertation, notamment avec les pêcheurs dans le parc de Saint-Brieuc, c'est mal faite. Et donc, on a des leçons à tirer. Mais il y a d'autres endroits, il faut aussi le reconnaître, où ça s'est bien fait, comme à Saint-Nazaire ou comme à Belle-Île. Et donc, il faut regarder la réalité dans sa diversité et il faut prendre en compte le fait que les pêcheurs, dans leur vision de long terme, ils souhaitent aussi la décarbonation de notre économie, ils souhaitent atteindre, comme tout le monde, la neutralité carbone, et donc on le fait avec la planification et la concertation. Mais monsieur, je vous ai répondu très, très concrètement. Et sur le sujet-là, je vous invite à discuter avec les pêcheurs de Saint-Nazaire notamment ou encore de Belle-Île. Sur la question du pavillon français, je serai assez succinct, j'ai perdu le petit sujet. C'est l'enjeu pour nous d'avoir des règles qui sont protectrices, et c'est ce qu'on parle. J'étais à Marseille la semaine dernière au registre international français où on voit aussi la qualité de l'accompagnement de notre administration qui permet justement d'avoir des marins qui sont sous un modèle de protection sociale qui est beaucoup mieux disant que les autres pays. On est en train de travailler aussi très concrètement, et là je salue aussi le travail d'armateurs comme Louis Dreyfus sur la question d'une flotte stratégique qui nous garantit, ce que vous disiez, c'est une vieille lune qui date de la loi sur l'économie bleue de 2014 si je ne m'abuse. Et donc là, on est preneur aussi de discussions, d'idées sur le sujet, mais il faut qu'on avance, c'est sur un enjeu de flotte stratégique. Et puis, l'enjeu de la crédibilité aussi, de faire respecter les règles, ce sont les contrôles. Et donc, j'ai annoncé, notamment dans différents forums, qu'on allait renforcer les contrôles, qu'on allait renforcer notre capacité avec la DG AMPA, notamment l'administration, de coordonner cette politique de contrôle et de travailler avec les préfets maritimes et les préfets terrestres pour démontrer qu'on ne laissera pas passer ce type de pavillon de complaisance ou ce type comment dirais-je, d'entreprise ou de personnes qui souhaitent au fond bénéficier de beaucoup d'atouts de l'Union européenne sans se mettre dans les clous de ce que doit être notre modèle social. Sur la question, alors là, je ne sais plus qui l'a posé, je dois vous avouer, c'était sur la question, du lien de la filière de l'amont à l'aval qui a été posée par Nicole Lepay. Nous avons répondu vraiment favorablement à l'appel d'Olivier Lenezet au Comité national des pêches sur, au fond, il appelait ça un plan Marshall, mais l'idée d'avoir une réflexion sur un contrat stratégique de filière. On voit bien que comme dans l'agriculture, comme dans notamment, vous connaissez très bien le secteur du porc, on doit avoir des règles, on doit avoir une ambition commune, on doit mettre autour de la table tous les acteurs, ce qui n'est pas le cas. Enfin, ça paraît peut-être complètement fou comme ça, mais beaucoup d'acteurs de l'amont à l'aval ne se parlent pas. Et donc dans le cadre notamment
du renforcement de ce que j'ai souhaité, de la solidarité entre les acteurs de la filière. On a fait une première réunion qui ne s'était pas tenue depuis, il me semble, 6 ans, entre la grande distribution, les marailleurs, les pêcheurs, les armateurs, pour dire nous sommes tous dans le même bateau, sans mauvais jeu de mots. Le jour où il n'y aura plus de pêcheurs, eh bien, on aura moins de poissons dans nos étals. C'est un produit de qualité, c'est un produit qu'il faut valoriser. La souveraineté alimentaire de notre pays, c'est un élément essentiel. Tout le monde doit y prendre sa part. Tout le monde doit y prendre sa part. Et donc, moi, ce que j'ai demandé aux différents représentants de la filière, c'est d'ici les assises de la pêche de septembre de l'année prochaine, de me faire un contrat stratégique de filière. Tout le monde doit rentrer aussi dans cette nécessité de jouer collectif. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des armes à la disposition du Parlement, comme la loi, comme la création d'interprofessions, comme rentrer le secteur de la pêche dans Egalim, pour contraindre un certain nombre d'acteurs à jouer collectif, parce que je crois qu'on ne peut pas, le matin, dans des publicités parfois vanter le français, et le soir ne pas vouloir contribuer, notamment sur la question du carburant, à des mécanismes de solidarité. Et je pense là à France Filière Pêche, qui était un mécanisme de solidarité qui était, il me semble, en 2000, à la sortie de la crise carburant 2007-2008, qui était d'à peu près, en équivalent euro maintenant, on va dire 100-120 millions d'euros, maintenant qu'il y a 10 millions d'euros de contributions, notamment de la grande distribution. Il faut, là aussi, remettre des mécanismes de solidarité. Je crois qu'il en va de maintien d'activités de pêche, notamment de pêche artisanale, sur tous nos littoraux. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On va le faire en bonne intelligence, on va le faire avec beaucoup de sérénité, mais je crois que c'est l'ambition qu'on doit collectivement se fixer. Sur les espèces invasives, j'y ai répondu. Je prends bien note des crabes bleus. Sur la question de Westmed, il y a, Monsieur Lopez, c'est pour vous la réponse. Sur la question de Westmed, c'est très précis. La question, c'est qu'il y a un plan Westmed européen qui vise à réduire de 30%. C'est un plan européen. On peut considérer qu'il aurait fallu faire différemment il y a 3 ans. Je n'étais pas là. Maintenant, on travaille très précisément avec les pêcheurs, et là, c'est des réunions avec les comités régionaux, sur la taille de capture minimale, sur les efforts de pêche. Mais ça ne se fait pas en un jour. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu notamment tout ça, c'est une question globale. Et donc, on est en train de... les réponses, c'est pas moi qui veux... Non mais moi, monsieur... Non mais attendez. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir une hygiène collective qui est... Vous posez des questions, je vous écoute. Je réponds aux questions, vous m'écoutez. Non, mais dans ces cas-là, ça ne sert strictement à rien. Donc, ce que je... faut venir à ma place. Et on fera l'inverse un jour. Voilà. Mais c'est pas le cas. 2022... Monsieur le ministre, allez-y, déroulez. Oui, c'est pas le cas actuellement, donc écoutez les réponses. Donc là, le travail qui est fait parce que vous savez, il va y avoir la renégociation des TAC et quotas en décembre de cette année-là. On travaille au quotidien avec tous les acteurs de la filière, donc je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, puisque je ne la connais pas, puisqu'on est en train de la travailler avec eux, parce que ça fait partie aussi de la stratégie globale sur la Méditerranée. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour... en effet, la discussion politique, il y a un temps qu'on fait avec Bernard Perez, qui est celui de travailler avec les acteurs de la filière de la pêche, qui sont les acteurs légitimes. Bon, monsieur, écoutez, parce qu'après vous répétez des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Allez, monsieur le ministre, allez-y. S'il vous plaît, attendez, attendez, je coupe 2 secondes. On se calme 2 secondes. Non, attendez, monsieur le ministre, on ne va pas rentrer dans un ping-pong, ni vous, ni les députés. Non mais attendez, donc, on prend 2 secondes sa respiration, chacun s'arrête. Les députés sont priés d'écouter les réponses aux questions qu'ils ont posées pendant de longues minutes, parce qu'au final, il y avait quand même plus d'une vingtaine de questions. Monsieur le ministre, vous déroulez vos réponses, et on évite le ping-pong, voilà. Donc on s'écoute mutuellement. Et puis si vous avez des choses à continuer, il est 20h12, on a le temps du déjeuner jusqu'à 21h30. Vous pouvez continuer après si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, vous déroulez toutes vos réponses. Voilà. Et on arrête. Merci beaucoup. Et donc, sur ce sujet-là, en fait, c'est des discussions très techniques qui sont en train d'être menées partout sur l'île de Taureau pour arriver avec des réponses au moment des négociations, avec notamment les avis des différents les avis scientifiques du CIEM. Alors ça, c'est pas lié à ce que vous avez posé comme question, mais vous dire qu'on est dans ce travail-là actuellement. Et c'est pour ça que j'y suis allé en anticipation pour écouter les acteurs et faire ce travail-là d'écoute politique et de remontée de terrain directement de leur bouche et directement de mon oreille. Sur la question du carburant, enfin, on peut tourner le sujet dans tous les sens. Nous sommes le seul pays à avoir soutenu autant
nos pêcheurs, notamment les pêcheurs côtiers, les pêcheurs artisanaux, avec la question du carburant. Le seuil qu'on a fixé, il y a exactement 6 mois, l'aide était de 65 000 €, qui ne permettait pas de couvrir tous les pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux. Maintenant, avec ce seuil à 105 000 €, on couvre l'intégralité des pêcheurs artisanaux. Donc là, on a agi, on a financé ça, et ça fait une enveloppe globale de 35 millions d'euros. Donc on soutient nos pêcheurs, alors que d'autres pays ont fait le choix, monsieur le député, d'autres pays ont fait le choix de quoi? De mettre leurs marins pêcheurs sur le côté. D'autres pays ont fait le choix d'abandonner les sorties en mer. Nous, première réunion que j'ai eue au bout de 3 jours d'installation de mon ministère, avec le commissaire Sinkevicius, avec aussi les marins pêcheurs. Il y avait notamment les représentants de votre belle région pour justement trouver des solutions. Il y avait 3 demandes. C'était 1, le faire rapidement, 2, augmenter le plafond, et 3, augmenter la durée. Ces demandes ont été bien évidemment toutes portées à mon niveau, et surtout elles ont été acceptées par les différents partenaires. Et on va continuer, on ne lâche rien, parce qu'on sait très bien que la question du carburant est une question essentielle, étant entendu que les pêcheurs, quand il y a une hausse du carburant, ils ne peuvent pas augmenter la production parce qu'ils sont sous quota. Et donc c'est pour ça qu'il faut les trouver. D'où la nécessité, vous rigoliez tout à l'heure, mais d'engager la décarbonation du secteur. Parce qu'ils sont dépendants de cette hausse du carburant, dépendants notamment d'importations qui viennent de pays qui sont peu soucieux du sort de nos pêcheurs. Sur la question de la soutien, alors j'ai noté soutien, la structuration de la filière, j'y ai répondu tout à l'heure. Sur à la question du projet Total de Madame la députée. Moi, je ne suis pas ministre d'Afrique du Sud, donc c'est pas moi qui donne les licences. La France est très claire. Nous sommes le premier pays à avoir interdit l'exploitation des hydrocarbures. C'est sous cette mandature que nous l'avons fait. C'était quelque chose de courageux. C'était quelque chose qui n'avait pas été fait dans l'espace européen. Et donc, ce projet qui est porté par une entité privée, qui est certes française, mais qui n'est pas en lien avec les services de l'État français, c'est un projet qui se traite d'un État souverain à un autre. Et j'entends tout à fait votre questionnement, et je le partage sur le développement d'un certain nombre de projets, parce que la préservation de la biodiversité est importante. Mais il faut aussi... Et la géopolitique et ce que nous disent un certain nombre de pays émergents en développement, il faut l'entendre. J'ai travaillé beaucoup sur les questions d'aide publique au développement. Quand j'étais député des Affaires étrangères, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler à l'Agence française de développement. Quand il y a un certain nombre de pays africains qui développent des projets, par exemple de gaz ou d'autres projets, et que nous, on leur dit interdit, vous ne pouvez pas faire, et que nous, dans le même temps, on réouvre des centrales à charbon en Europe, vous voyez, il y a une forme de schizophrénie. Oui, mais d'accord, mais il y a une forme de schizophrénie, et donc nous, on est dans une position au gouvernement qui est de dire nous ne soutenons pas, ni par l'exportation, ni par des financements, ce type de projet. Et d'ailleurs, l'AFD ne peut pas financer ce type de projet, mais on se garde aussi, c'est un État souverain qui a ses propres contraintes, de poser un jugement moral. Si vous voulez mon avis personnel, je ne pense pas que ce soit la voie dans laquelle l'Afrique du Sud doit s'engager, mais vous comprendrez bien que quand un certain nombre de pays européens continuent à développer des centrales à charbon et qu'on leur dit ce que vous faites c'est catastrophique, voilà, ils ont l'impression qu'il y a un double standard qui est peu acceptable et accepté. En tout cas, dans nos relations diplomatiques, soyez bien assurés qu'on fait tout à travers les financements, à travers notamment ce que l'on porte en l'Union européenne. L'Union européenne, qui est le premier fournisseur d'aide publique au développement au monde, de soutenir les énergies renouvelables, comme on le fait au Mozambique. J'ai travaillé au Mozambique, comme on le fait au Kenya, sur un certain nombre de projets. Monsieur le ministre, je peux juste me permettre, voilà, c'est la dernière. C'est la dernière. Comme ça, on aura une demi-heure de réponse. Merci, monsieur le ministre. La dernière sur la question qui était évoquée par le collègue qui est perdu. Oui, j'ai fait court au début. Oh, si. Non. Sur la question des espèces invasives, vous avez évoqué notamment les sargasses. Et donc, je peux vous annoncer que mon ministère a financé à hauteur de 480 000 €, pardon, ce qu'on appelle Sargator, qui va venir là ramasser les sargasses dans nos territoires ultramarins. C'est l'ambition d'avoir une stratégie vraiment pour faire face à ces espèces-là et à cette problématique. Il faut le faire très rapidement, en lien avec les collectivités, en lien avec le ministère des Outre-mer. Et ce ministère en prend sa part avec ce financement d'un projet innovant pour ramasser les algues qui empoisonnent, il faut bien le dire, la vie de nos concitoyens ultramarins. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés.
Bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Chers collègues, je vous propose qu'on se retrouve demain 11h pour l'audition suivie d'un vote de Monsieur Luc Rémont que le Président de la République envisage de nommer aux fonctions de Président Directeur Général d'EDF. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.